entre entrepreneuriat, conférences, événements physiques, stratégie marketing, business développement. Nos invités du jour excellent dans leur vertical. J'ai bien dit nous, car ils sont deux. Et ils nous font l'honneur d'être ici aujourd'hui. Salut Lionel, salut Aurélien. Salut Jérémy, Comment allez-vous? parfaitement. Bien installé dans un bon studio. Ouais, Merci pour l'invitation. Bien accueilli. super. Bah, écoutez, déjà, moi, ça me fait très, très, très plaisir de vous recevoir puisque j'ai eu la chance déjà d'assister à vos événements il y a quelques mois de ça déjà, très, très bien organisé. Mais en plus, voilà, on a eu le temps d'échanger, on partage quand même quelques valeurs communes. Donc, pour moi, c'était essentiel de vous recevoir sur la saison 2 de Self Upgrade. On va commencer tout de suite. Je vais vous laisser chacun vous présenter et nous dire bah, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes et qu'est-ce qui vous anime. Ok, très rapidement, donc moi c'est Lionel, je suis le cofondateur de Victory Lab avec mon comparse Aurélien, Mata, qu'on appelle aussi Grise. Concrètement, donc, on a cofondé Victory Lab. Victory Lab, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de formation pour entrepreneurs. On aime bien dire que Victory Lab, c'est un peu Clairefontaine. Donc, quand tu es footballeur, tu passes par un centre de formation de football pour apprendre un style de jeu. Soit un style de jeu plus technique, soit un style de jeu plus physique. Et nous, chez Victory Lab, on apprend à entreprendre avec un style très particulier. Donc, on va t'apprendre avec notre style de jeu de business, il est de t'apprendre à entreprendre avec tes propres moyens, concrètement avec ce que tu as dans les poches, de manière remarquable. Donc, on va placer le branding au centre et aussi de manière durable. Donc, on n'est pas là pour t'apprendre à entreprendre à faire un coup, mais pour que ta boîte puisse durer au minimum pendant 10 ans. Donc, c'est cet ensemble-là qui compose notre style de jeu entrepreneurial. Donc, on a formé plus de 1500 entrepreneurs, de près comme de loin. Donc, au travers d'événements gratuits et de contenu aussi qui est accessible. Euh, et également au travers aussi de notre formation en présentiel, où on a formé on va approcher petit à petit du coup de la centaine du coup de personnes qu'on aura formées avec ce programme de formation payant et dans lesquelles en fait c'est un condensé de notre expérience de près de 10 ans d'entrepreneuriat, dont 7 ensemble, où on a entrepris diverses choses. On a aussi que ce soit et aussi on a aussi exercé en tant que consultant en stratégie marketing. Et au total, on a réussi à générer plus de 740 000 € de chiffre d'affaires, que ce soit pour nous ou auprès de nos clients, bref, grâce à nos stratégies de manière générale. Et c'est ce qu'on fait au travers de Victory Lab. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on est. Du moins, c'est ma présentation. Qui englobe celle d'Aurélien aussi également. Englobe aussi la mienne, hein, donc Aurélien, 30, je sais plus quel âge j'ai, 34 ans, et cofondateur de Victory Lab, et fait suite à ce que Lionel a pu correctement décrire. Ok, ok. Non, non, très, 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 très lourd et très, très cool. Déjà, félicitations pour ça. Vous faites partie de ceux qui font, donc c'est important. On essaye. Super. Bon, messieurs, back in the day, Mm. vous n'avez pas toujours été Victory Lab, etc. Mais avant, moi, je veux savoir avant, au tout début, de quoi vous rêviez quand vous étiez petit? De quoi on rêvait pour ma part, Ouais. de quoi je rêvais quand j'étais petit, moi ce que je voulais initialement quand j'étais plus jeune, c'était d'évoluer en fait dans le monde digital. Je savais pas où, parce qu'en fait je suis un fan de jeux vidéo. Ok. Moi je kiffe les jeux vidéo. C'est quoi ton jeu préféré? Mon jeu préféré, Attention. allez, le jeu que je fume beaucoup, Call of. Je vais pas te mentir, c'est Call of. Lequel? Modern Warfare 2. Franchement, Le jeu, inconnu. rien à dire. Très bien, on valide. Et à l'époque, bah ouais, moi j'ai commencé avec les Nintendo, tout ça. Et j'étais un fan d'électronique. Et j'ai toujours vraiment voulu évoluer dans tout ce qui était électronique, jeux vidéo, milieu du hardware, etc. C'était vraiment des trucs qui me faisaient kiffer. Et je m'étais toujours dit, bon, bah vas-y, je sais pas exactement ce que je vais faire, mais ce monde-là, orienté dans tout ce qui est numérique, etc., c'est quelque chose qui m'attire énormément. Et j'aimerais faire ça. C'était un truc qui me faisait rêver parce que j'avais l'impression que c'était un monde qui était totalement hors concept avec lesquels nous on a grandi, les histoires moi j'ai grandi avec des parents qui me disaient ouais, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois avocat. Moi je regardais, je dis non, moi je vais faire des ordinateurs, moi Ok, voilà, c'est ça, tu vois. Et j'ai grandi avec ce rêve vraiment principalement, quoi. ok. Ouais, super, super intéressant. Et toi, du coup? Moi plus jeune, moi je me voyais déjà entrepreneur.
OK. Voilà, ça c'est à cause ou grâce à ma mère. On va plutôt dire grâce parce qu'on cite quand même la daronne quand même. Voilà, donc ma mère en fait, de manière consciente, elle nous mettait toujours, face à des émissions qui racontaient des success stories, comme Capital à l'époque ou dès l'instant où il y avait un entrepreneur ou quelqu'un qui venait d'en bas, qui montait en haut, on devait être devant ces émissions-là. OK. Donc nous on regardait pas Malcolm à 20h20. On était obligé de regarder les infos, c'était un peu chiant même, mais au fur et à mesure, c'est ça un peu qui nous a conditionnés en fait à vouloir entreprendre. Parce que je suis l'aîné, mais j'ai d'autres frères et sœurs et quasiment tous mes frères et sœurs, sont entrepreneurs ou souhaitent entreprendre. D'accord. Donc on voit bien le pattern, que ma mère a réussi à créer, voilà et donc voilà, j'ai toujours voulu être entrepreneur et il y a aussi j'étais un gros passionné de finance. Voilà, donc pendant très longtemps, de mes 13 ans jusqu'à mes 20 ans, je voulais devenir trader. Donc ça m'a amené à faire des études d'ingénierie financière aussi et parallèlement à ça, j'avais une passion aussi pour les industries créatives. Donc j'aimais bien la mode, j'aimais bien la musique, j'aimais bien tout ce qui touchait de près comme de loin à l'art, voilà, sans savoir ce que j'allais vraiment en faire et je m'étais toujours dit: «Bah, voilà, quand je serai, blindé d'oseille, je monterai une marque de sape, ou j'investirai quelque chose dans cet écosystème-là» et voilà, en fait, qui j'étais quand j'étais, plus petit, quoi. Donc un OK. entrepreneur qui voulait faire des choses et qui voulait ajouter une touche testy à tout ce qui touchait, quoi. OK. Non, non, super, super intéressant. Puis vous avez 2 profils très, très, très distincts, donc ça va être intéressant après de parler de comment vous travaillez ensemble et cetera. Et donc du coup, avant d'arriver à Victoria, donc comme on a dit, donc là, on a un peu vu un peu la genèse qui a composé. C'est quoi votre parcours? Comment vous évoluez jusqu'à arriver à Victoria? Parce que vous avez dit que vous avez ça fait peut-être à peu près 7 ans, vous travaillez à peu près Ouais. ensemble. Avant ces 7 ans-là, votre parcours individuel, quel est-il? Parce que je sais qu'il y a du marketing, il y a du biz dev. Comment vous avez abordé Le là? parcours individuel, en fait, c'est assez marrant. Bah, en fait, pour, faire un espèce de bring back assez rapide, c'est Lionel et moi, on se rencontre en octobre, je crois, 2016. C'est ça. Ça, c'est octobre 2016. Mais initialement, en fait, donc avant tout ça, moi, comment je me retrouve, en fait, à «côtoyer» entre guillemets l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que, bah, je kiffe la tech, je kiffe tout ce qui est digital et cetera. Mais il y a un petit truc et ça vient de mon père en vrai qui me sortait une phrase, que j'ai jamais oubliée. Il m'a dit, la phrase c'était, «Il faut apprendre à gérer la crise». J'ai jamais compris cette phrase-là pendant des années, OK. mais ça m'a mis dans un mood assez particulier et il était, bah, lui-même en fait était entrepreneur et ça fait qu'en gros il y a tout ce délire de vouloir, créer en fait, être propriétaire, d'une entreprise, de gérer des gens et cetera. Il me l'a un peu, inculqué de manière un peu naturelle, je dirais. Donc je me retrouve à vouloir en fait monter ça. Sauf que bon, la vie fait que, je connais, c'est pas facile de rentrer le monde. Donc j'évolue dans plein de trucs, je fais plein de bêtises et cetera et au travers de diverses activités que je fais, c'est-à-dire qu'en gros, en 2014, si je me trompe pas, je travaillais à cette époque-là, je travaillais à Carrefour et j'étais aussi sales dans une régie publicitaire, OK. qui était très rudimentaire, hein. C'était, c'est-à-dire on m'a passé des pages jaunes, on m'a dit: «Ah, vas-y appelle». J'ai dit: «Ah ouais» et donc en gros, tu devais, prendre soit les pages jaunes, soit tu prenais des magazines, tu appelais et bah, quand tu vas au travail le matin, tu t'ennuies un peu, enfin, surtout quand tu es en mode RER et cetera, donc tu tombes sur les relais, je crois que ça existe toujours les points pas c'est pas les points relais, c'est les relais, je crois, les Oui, il y a les magazines Ah relais, oui, ouais, voilà oui, là, c'est machin. et donc en gros, je passais mon temps à attendre le RER là-bas, donc en gros, je regardais des trucs et je tombe sur un magazine qui s'appelle Management et c'est grâce à ce magazine-là que je découvre en fait un monde qui était totalement inconnu pour moi. Bah, en fait, tout le monde, l'écosystème startup, donc on est en ouais, 2014. Je découvre tout ça, je me dis: «Mais attends, 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 il y a un monde que je connaissais pas du tout, je comprends rien, comment ça?» C'était et en fait, je me rappelle qu'à la première page, c'était, ça parlait de Criteo. D'accord. Ça parlait de Criteo et des différents profils qu'il y avait chez eux, entre ceux qui avaient fait des reconversions professionnelles à une cinquantaine d'années, des head of marketing, de 25 ans. Je disais: «Ouais, attends, 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 moi je suis là, je galère avec mes conneries, à faire mes bêtises au quartier, à essayer de travailler là-bas, essayer de trouver». Alors que là, il y a des trucs qui sont vraiment dans des secteurs d'activité qui me font kiffer et je commence en fait à prendre tous les jours, enfin tous les mois pour le coup, de chaque numéro, je crois que c'est tous les mois. Chaque numéro que je prenais en fait, je regardais ce qu'il y avait dedans, je lisais première ligne du magazine jusqu'à la dernière ligne. Je voulais tout savoir OK. et c'est comme ça que je tombe sur les concepts des MOOC. Je fais des MOOC, donc
qui t'apprennent à entreprendre dans un monde numérique, digital, etc., du MOOC marketing digital. Et en fait, je fais tout ça. Et je me dis, OK, je vais faire tous les événements business autour de ce qu'ils appellent la startup. Parce que j'étais vraiment encore en mode, je comprenais pas trop. Et je me dis, eh, ce qu'ils appellent la startup, je vais tout savoir. Ouais. Je faisais tous les événements. Et en faisant tous ces événements-là, c'est comme ça, en fait, j'avais moi-même commencé en fait à monter un projet. J'avais moi-même commencé à monter un projet de mon côté. Et c'est pendant un événement où tu prends des informations, tu essaies un peu de poser des questions à plein de gens, rencontrer des gens tout simplement. Je tombe sur Lionel, on se croise. Il faut savoir initialement, il y avait pas beaucoup. On est en 2000, là, au moment où on se croise, on est en 2016. Faut savoir qu'à cette époque-là, donc 2014, 2015, 2016, dans tout l'écosystème startup, il n'y a pas beaucoup de runners. Il n'y a pas beaucoup de noirs dans ce milieu-là. Et j'arrive dans l'événement et je vois Lionel. Je dis, ah bon, il y en a un deuxième. Ok. Sauf que moi, d'où je viens, le problème, c'est que, étant donné que moi-même, j'ai fait pas mal de business pas très légaux, et j'essaye un peu de me détacher justement de tout ça. Et j'essaye de me dire, ok, je vais pas directement faire le gars communautaire. Je vais aller voir le Renan en mode genre, ouais, viens encore mon frère. Non, je me suis dit, va d'abord parler aux gens, on verra plus tard. Petit à petit. Donc, je parle avec tout le monde, etc. Je discute avec tout le monde. Et à la fin, tu sais, tu as fait le tour. Et t'as un moment, t'as Lionel qui me regarde comme ça. Il dit, c'est bon, je le regarde. Et il me fait, bien les baskets. Et on se met à parler. Et en fait, il s'avère que grave plein d'atomes crochus. Et il s'avère en fait qu'un de ses potes, c'est mon pote d'enfance. D'accord. Et on m'a permis de resserrer les liens Ah ouais. de malade. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à échanger pratiquement tous les jours, en fait. Et comme on aime bien dire, on a commencé une discussion, en fait, en 2016 qu'on n'a jamais arrêté. Ouais. Ah, quel storytelling! Non, non, c'est beau, c'est beau. OK. Toi, tu l'avais vu quand il est arrivé ou pas dans l'événement? Ouais, je l'avais vu, sauf qu'il m'a snobé. C'est ça, parce que là, il vous a raconté une histoire, il m'a snobé. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Un peu snobé, un peu. Je me suis dit, ah, ouais, va faire le gars trop. Mais après, c'est courant. Enfin, moi, j'avais l'habitude, en fait, lorsque je croisais un Renoir, en fait, dans le genre dans l'écosystème tech, businessman de manière générale, qu'il y ait cette double approche. Ouais. Soit il vient directement me voir, Ouais. ou soit il m'esquive. OK. Et moi, je fais partie des gens qui vont voir les gens directement en mode un noir, salut. Ouais. Voilà. OK. Mais voilà, quoi. Mais ça, c'est des choses, entre nous, on sait pourquoi on est comme ça. Ouais. Mais à la fin, on revient toujours à la base. Ouais, Voilà. ouais. Et toi, du coup, ton parcours? Parce que du coup, apparemment bon, je te laisse évoquer ton parcours. Moi, mon parcours, très rapidement, en fait, moi, je suis né à Lyon. OK. Donc, en fait, je suis un menteur. Je suis né à Strasbourg, c'est ça la vérité. Il y a peu de gens qui savent ça. Ah ouais. Voilà. Mais j'ai fait qu'y sortir, hein. Je connais rien de Strasbourg. Du coup, j'ai grandi à Lyon et moi, j'arrive à Paris en 2016. OK. Mon parcours, c'est que j'aime bien insister là-dessus, c'est que moi, je suis né en centre-ville. Donc, ça peut paraître un détail pour certains, mais en fait, ça a une grande importance. C'est que quand tu es en centre-ville, forcément, tu es dans les grands quartiers. Et quand tu es dans les grands quartiers, tu vas fréquenter des écoles de centre-ville et Mmh. voir des personnes qui sont à un statut social beaucoup plus élevé que le tien. Donc, j'étais en collège privé, j'étais dans un lycée très réputé de la ville et qui a très bonne presse aussi en France, voilà, avec des personnes qui avaient un statut social qui était très élevé. Sauf que moi, dans cet environnement-là, j'étais le seul noir. Et je venais d'une famille pauvre. Donc toute ma vie, j'ai grandi en étant, dans des espèces de double identité où le matin, quand je pars de chez moi, en fait, je suis entouré de riches et dans une culture qui n'est pas la mienne, donc dans laquelle il a fallu que j'apprenne, que je comprenne et que je navigue dedans. Et quand je rentre chez moi, merde, c'est la pauvreté, c'est Ouais. chaud, tu vois? Mmh. Mais chaque matin, tu es en mode: «Bon, bah, vas-y, here we go again», il faut, arriver, à avancer. Donc j'ai grandi, en fait, moi, dans une atmosphère où il a fallu, en fait, épouser très vite l'élite et avec ma mère qui nous pousse à aller de l'avant et à toucher le maximum, à toucher l'élite, quoi. OK. Donc un peu comme un sportif de haut niveau, j'ai été conditionné dès le démarrage à aller au top. Voilà. Et du coup, ça vient développer des aspirations de vouloir de grandes choses, de vouloir, faire des grosses études, de vouloir, de tout vouloir, en fait. Donc et c'est super important pour moi, c'est super important de préciser ça parce que c'est ce qui va, c'est une grosse partie de ma c'est une grosse partie qui compose ma personnalité, ma manière de réfléchir et mes autres composantes. Mmh. Maintenant, moi, je découvre le monde de la tech, j'ai 20 ans.
à la télé. Donc, on est en 2010-2011 et j'entends pour la première fois le mot start-up. Voilà et en 2010-2011, c'est l'époque où, c'est l'époque, en fait, où les boîtes de crowdfunding sont à la mode. OK, Donc, c'est les débuts de Kickstarter, c'est les débuts de My Major Company à l'époque, OK. de Ulule, de KissKissBankBank et donc c'est des boîtes révolutionnaires dans lesquelles, en fait, tu peux financer, tu peux financer des projets, via la communauté OK. et je trouve ça génial et c'est là où mon côté créatif, en fait, m'appelle. C'est que je me dis: «Ça peut être intéressant, en fait, de pouvoir, financer des projets de mode grâce à ces plateformes-là» OK. et à ce moment-là, je suis avec un ami qui s'appelle Thomas Leblanc. Voilà, si tu passes par là, big up à toi. Mais et en fait, on est dans son canapé, on voit ça, moi j'avais déjà entendu parler de ça à la télé, quelques jours avant et naturellement, on se dit: «Bah, en fait, on pourrait, lancer un projet de crowdfunding dans la mode». Donc on se lance, on se met à bosser dessus, c'est nos 1 contacts avec le business, en fait. Donc les premières fois où je vais, au salon de l'entrepreneur, tu as 20 ans, tu sais pas comme ça va parler business, donc tu mets un costume, tu as ta petite fiche, ton petit plan là, tu as une mallette. Voilà, mais c'est grave marrant parce que tu essaies d'adopter les codes, Mais c'est fort. du business comme tu le vois. Aujourd'hui, maintenant, on y va en basket, on en a rien à faire, et quand nous, on voit des personnes qui ont l'air un peu stressées, on se dit: «Ah tiens, c'est marrant, c'est mignon», tu vois? Ouais. Mais de toute manière bienveillante. Mais c'était mes premiers contacts avec le business. Finalement, cette plateforme, on l'a jamais lancée et ça nous a permis de rentrer en contact avec des acteurs dans la mode, au niveau de Lyon, de faire une étude de marché, un business plan, ce genre de choses et finalement, j'ai grave kiffé. Je me suis dit: «Bah, en fait, je kiffe trop le business, en fait». Mmh. Donc j'ai arrêté mes études d'ingénierie financière pour après, changer d'école pour aller dans une école de commerce plus conventionnelle, l'INSEC, puis, j'ai fait donc un master en stratégie marketing avec une majeure entrepreneuriat, mais c'est pas tant l'école qui m'a appris des choses, c'est plus tout ce que j'ai fait à côté en aidant des potes qui faisaient des projets, en m'insérant le plus possible et cetera. Et c'est en arrivant à Paris où je peux vraiment dire que j'ai commencé ma carrière d'entrepreneuriat, même si mon tout premier projet business, il date de l'âge où j'avais 16 ans. Mais c'est vraiment, 2016, je débarque à Paris et quelques mois plus tard, après on se rencontre avec Aurélien et depuis on s'est jamais arrêté, quoi. Mmh. OK. Non, c'est super intéressant ce que vous dites parce que et je retrouve un peu l'aspect, moi j'ai grandi aux Antilles, du Mmh. coup et bah, du coup, j'ai pas grandi en minorité Mmh. et donc du coup, je me souviens que quand je suis arrivé du coup en Hexagone, je suis arrivé j'ai fait un BTS à la base, donc c'était dans un lycée, mais c'est plus à la fac que j'ai été confronté avec vraiment beaucoup, beaucoup de cultures différentes et c'est vrai que j'ai développé ce truc que je trouve que tous, ceux qui ont grandi en minorité en France avaient déjà, c'est cette capacité de s'adapter, mais à n'importe quel environnement. C'est-à-dire que ta façon de te tenir va changer, ta façon de parler va changer en fonction de qui tu as en face de toi, tu vois? Et du coup, j'en parlais avec des amis ici, ils me disaient: «En fait, effectivement, c'est une histoire de code» et c'est vrai que maintenant, moi aussi, j'ai adopté ça. C'est-à-dire que même, sur le business, c'est-à-dire qu'en start-up, tu vas pas de la même façon quand tu parles avec un écosystème start-up très friendly, comme tu l'as dit, très, basket blanche, sur-chemise, t-shirt blanc et cetera, avec un grand groupe. C'est pas du tout la même chose et je trouve que c'est une capacité ultra importante parce que c'est ce qui fait que, bah, plus tu as les codes et plus, en fait, ton message, il passe, en fait. Tu vois? Tu vas pas parler de la même façon à tout le monde. C'est pas le but. Et donc du coup, je voudrais revenir sur un truc. Aujourd'hui, Victory Lap et cetera, on va parler de l'association après, on va parler de à quoi il faut faire attention, comment il faut être vigilant, qu'est-ce que ça engendre aussi de s'associer. Mais de façon très factuelle, qui s'occupe de quoi dans Victory Lap? Entre vous? OK, qui s'occupe de quoi dans Victory Lap? Aurélien? Bah, j'avais pas touché de micro, mais c'est dommage que ça, c'est éventuellement pourquoi j'ai fait ça. Il était rappeur avant. Bah, en fait, aujourd'hui, à la base, initialement, quand nous, on a vraiment commencé, c'était de manière plutôt, naturelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire, on fait. C'est-à-dire peu importe, que ce soit Lionel ou moi, il y a un truc à faire, viens, on fait. Très souvent, c'était, bah, on faisait en même temps et plus en fait ça évoluait, plus c'était en mode genre: «Bon, bah, vas-y, fais ça quand tu as le temps. Moi, j'ai le temps de faire ça, toi, tu as le temps de faire ça, fais ça» et aujourd'hui, maintenant qu'on plus en fait on grandit et plus en fait on commence à séparer un peu les trucs. Aujourd'hui, je suis plus, côté vente et tout ce qui est un peu plus produit
Et Lionel est sur un autre aspect, beaucoup plus marketing, parce que de base, en fait, marketingment parlant, c'est lui qui est le maître sur l'aspect. Bah, pour le coup, ce que j'aime bien dire, c'est-à-dire que moi, initialement, j'ai des notions de marketing que j'ai appris à l'école, que j'ai développé au fur et à mesure des activités que j'ai pu faire, etc. Mais il y a beaucoup de points marketing que j'ai découvert parce que Lionel, en fait, m'a montré comment faire. OK. Et c'est aujourd'hui, il y a pendant un moment, il y avait des choses où je pouvais faire, mais plus on grandit et plus on évolue, et plus justement, je préfère en fait lui laisser des gros aspects marketing, parce qu'en fait, bah là maintenant, c'est l'heure d'entre guillemets que chaque personne puisse vraiment prendre ce qui a l'habitude de vraiment bien gérer. Et comme il le gère très très bien, et parce qu'il est à la base, moi j'ai appris de lui en fait sur le marketing. Bon bah, chacun gère sa partie, quoi. OK. Quand tu dis vente, parce que j'ai vu que vous aviez un Calendly, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil qui permet de planifier une réunion ou un call avec quelqu'un, en gros. Donc je suppose que c'est un peu des calls, un peu de closing, si je puis dire, où tu vas justement, bah, vérifier que c'est ça? Vas-y. Bah, ouais, moi, c'est pas tant closing, c'est plus des calls, en fait, de découverte. D'accord, OK. C'est plus des aspects de OK. découverte, parce qu'en fait, pour le coup, nous, on fonctionne sur majoritairement, il y en a, ils vont dire c'est du R1, R2. Bah, Mmh. en général, pour les formations, très souvent, c'est R1, R2, mais nous, on est plus sur du R1, R2, R3, OK. grand max. Comprendre ici, rendez-vous 1, rendez-vous 2, rendez-vous Rendez-vous là. C'est ça. Attends, j'allais préciser, mais merci, ouais. Mais ouais, voilà, le premier, c'est vraiment plus de la découverte, pour s'assurer en fait que bah, de comprendre en fait tout simplement les problématiques, l'objectif de la personne, c'est quoi les challenges qu'elle traverse, c'est quoi la deadline par rapport à son projet, ou est-ce qu'elle a un projet ou pas, etc. Et forcément, en fonction de ça, en fonction de qui elle est vraiment, on saura est-ce que ça nous intéresse de l'intégrer vraiment dans le truc, parce que la mentale aussi, surtout comprendre aussi la mentale, parce qu'en fait, il y a un truc dans lequel on fait super attention, nous, c'est que on veut pas tout le monde. On veut pas prendre tout le monde. Ça ne nous intéresse pas en fait de prendre tout le monde. C'est-à-dire que si tu ne matches pas avec des valeurs que nous, on estime importantes, exemple, une valeur qui est simple chez nous, c'est-à-dire le partage. Et quand on parle de partage, c'est partage d'informations, de connaissances, partage de compétences, etc., avec les autres participants. Si tu n'as pas ces valeurs-là et que tu es plus dans un délire individualiste, viens pas chez nous. Tu n'es pas invité. Tu vois, va voir d'autres. Et c'est vraiment, c'est même pas en mode condescendant. C'est-à-dire que ça sera pas fait pour toi. En venant chez nous, ça sera pas fait pour toi. Ça sera pas fait pour toi. On va voir quelqu'un d'autre. Donc en gros, c'est surtout on s'assure de ça. Et une fois qu'on s'est bien assuré de ça, bon, OK. on passe après R2, R2, R3. OK. Et quand tu parlais de, déjà, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'effectivement, si tout le monde est ton client, c'est que personne n'est ton client. Et qu'effectivement, c'est pour délivrer, et ça on en reparlera aussi, mais pour délivrer une expérience mémorable, que les gens kiffent et que ça se passe bien, tu es obligé de faire un tri, parce que faut qu'il y ait des atomes Non. qui soient ensemble, quoi. Deuxième point, tu as aussi évoqué la partie produit. Quand tu dis produit, c'est la partie conception des formations. Quand tu dis produit, c'est quoi exactement? Ouais, produit, c'est conception des formations. En D'accord. fait, initialement, en fait, on le fait ensemble. Mais le truc, c'est que forcément, il y a toujours un qui est obligé d'avoir le Bien lead, sûr, forcément, bien sur sûr, quelque bien chose sûr, bien sur sûr. le bon moment. Et en fait, c'est plus moi, en gros, qui va prendre un peu plus le lead sur le sujet. Mais techniquement, c'est l'élément qu'on fait vraiment globalement ensemble. OK. C'est juste comme il faut un lead. Bien sûr, bien sûr. OK. Et toi, du coup, Lionel, c'est la partie plus marketing, on va dire. On va dire, tu es un peu en haut du funnel, en mode Ouais. communication, marketing, awareness, faire connaître Victory Lab, etc. Ouais, clairement. Alors, pour être dans le détail, donc, moi, je m'occupe plus de la stratégie marketing et après aussi l'aspect new business. OK. Alors, dans la stratégie marketing, donc effectivement, tu vas prendre, là, on va parler un peu technique, mais prendre par exemple le tunnel ART comme support. Donc, Explique-le, framework tunnel ART. art. Donc, le framework ART, en gros, c'est parce que le tunnel, c'est une erreur, on parle plus de framework. Donc, qu'est-ce qu'on entend par framework? En gros, c'est un élément en fait qui nous permet simplement de pouvoir s'assurer de comment en fait on va générer des leads, comment on va les transformer en clients et comment après on va les garder. Donc, voilà. Donc, ART en fait c'est un acronyme qui veut dire acquisition, activation, revenu. Donc voilà, donc le moment où tu encaisses, rétention, le fait que tu puisses qu'il reste en tant que client, et la recommandation. Et certaines personnes parlent de bar.
Donc le B pour le mot branding, qui pour moi est, pour nous, pardon, est essentiel et même compose tout ça. Donc lorsqu'il s'agit donc tous les aspects en gros de ce framework-là, dont le branding, je m'en occupe. Donc quand on va parler du branding, par exemple, nous, enfin Victory Lap, c'est un flow, c'est reconnaissable. Donc voilà, pas et pourquoi c'est un flow, pourquoi c'est reconnaissable? Parce que c'est une extension de notre personnalité. On est très branché musique, il va toujours avoir du bon son dans nos vidéos. On est très branché, créa, nos inspirations, elles vont venir de partout, à la fois de Kanye West, de tout ce qu'on a pu écouter, du Bauhaus, tu vois? Par exemple, qui est un courant artistique, autour du brutalisme et cetera. Bref, on s'inspire de pas mal de choses. Même le franc-parler, c'est le franc-parler Victory Lap. Parfois, on dit des gros mots, OK, mais on le dit parce qu'on est comme ça et parce qu'en fait, on veut dire les termes. Et il y a beaucoup de gens aiment bien dire dans certains podcasts: «Ici, c'est no bullshit» et cetera. Et nous, on va dire la vérité en toute transparence. Quand c'est nul, on va dire que c'est nul, on t'explique pourquoi. Et quand c'est bon, on va dire que c'est bon et on explique pourquoi. Et donc et ça, il faut qu'on puisse le sentir en une seconde via le branding. Ensuite, sur l'aspect acquisition, on va créer du coup on va s'occuper, Aurélien et moi, même si j'ai un peu le lead, mais on va penser en fait toutes les éléments, toutes les verticales qui vont permettre de pouvoir générer du lead. Donc à travers par exemple de la vidéo en faisant des reels, mais par exemple, dans le cas des reels, par exemple, c'est pas un truc sur lequel on fait beaucoup de reels. Beaucoup de gens vont être dans une stratégie de contenu où ils vont être en mode un reels par jour. Nous, on n'est pas là-dedans. On préfère quelque chose de on préfère avoir une moins grande récurrence, que ce soit efficace, pour ne pas casser, le branding de Victory Lab et pas qu'on soit vu de partout. Parce qu'on reste une marque un peu rare. Si Victory Lab était une marque de sape, on serait, très certainement Off-White ou Peter Do, ou Saint-Laurent. Des marques à la fois grand public, mais à la fois nichées, que tu peux te payer, mais il faut que tu économises. Mmh. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Donc voilà. Donc quand Aurélien dit que Victor Lab, c'est pas pour tout le monde, faut que dans le branding, tu le ressentes clair, net, précis. Mmh. L'idée, c'est pas non plus d'être élitiste, tu vois? Donc soit qu'on a, donc pareil, si je fais le parallélisme avec une marque de vêtements, on reste streetwear, on reste cool. On est un peu l'image, finalement dans nos sables, quoi. Donc un peu plus, enfin, du cuir et ensuite, c'est clairement Victory Lap et on n'a pas eu besoin de forcer, là-dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie acquisition et les gens, en fait, vont voir, vont comprendre le discours, ils vont se dire: «Ça, j'aime bien, je veux découvrir un peu plus». Après sur la partie, comment on va, convertir les personnes, pareil, là, par exemple, au moment où on te parle, en fait, on peut le dire, aujourd'hui, tu as une plateforme qui sort, qui s'appelle, scred.victorylab.fr. En gros, c'est notre plateforme vidéo dans laquelle tu vas avoir tous les talks on a fait près de 40 talks. On les a quasiment tous filmés et qui seront quasiment tous disponibles sur notre propre plateforme. Ces vidéos-là auraient très bien pu se retrouver sur YouTube, mais ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que nous, on ne regarde pas de contenu, de type talk sur YouTube. Encore en 2014, 2015, 2016, 2017, dans l'ère, The Family, Oussama Hamar et cetera, c'était un contenu qui était courant. Aujourd'hui, le contenu business, c'est plus des podcasts comme le tien, bien produits, pensés pour les réseaux, pensés pour YouTube. Mais un talk, c'est quand même brut. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Scred, parce qu'il y a toujours une caméra en Scred, qui filme. Et on sait que les gens qui vont aller sur cette plateforme-là, c'est des gens qui ont eu un premier contact avec Victor Lap au préalable. Et quand tu es dessus, c'est pour regarder du contenu long. Mmh. Donc forcément, si tu es dessus, c'est que tu cherches quelque chose. Donc là, on est plus sur la partie activation, pour l'activation, en attente que la personne passe au téléphone avec Aurélien, pour que là, après, il y a tout un call de découverte, qu'on sache qui t'es, quels sont tes besoins, etc., pour après te convertir en tant que client. Du coup, le revenu. Nous, aujourd'hui, on a un modèle qui est simple, c'est que on a une formation qui, au moment où on parle, est à 1 200 €. Oh, Voilà, 190. 1 290, pour, une formation en présentiel dans Paris, dans nos locaux, où, pendant 2 week-ends d'affilée, samedi, dimanche, de 9 h à 19 h, tu viens avec nous, tu transpires avec nous, on t'apprend tout. Théorie, pratique. Et après, on estime qu'une bonne formation, c'est un bon accompagnement, donc on te suit. Et après donc là, c'est pour la partie 3, la lettre R du revenu. Après, tu as la partie recommandation. Ça, toutes les boîtes dans la tech et cetera, font plein de théories pour savoir comment on optimise la recommandation. Il y a pas de secret, sois bon. Fin.
Et nous, on peut monter, descendre. On est encore assez discret en fait dans notre com. On a investi 0 € en ads. C'est 100% de l'organique pour le moment. Et parmi les leviers d'acquisition qu'on a, on a aussi des événements gratuits qu'on fait, qui resteront toujours gratuits d'ailleurs. Ça va être nous, le bouche-oreille, on l'optimise à la mort. Et c'est ça aujourd'hui qui crée la réputation de Victory Lap, qui crée l'attraction de Victory Lap et qui fait qu'on construit à la fois une audience, mais surtout une communauté, ce qui n'est pas pareil. L'audience, c'est les gens qui sont prêts à t'écouter. La communauté, nous, on estime que la communauté, c'est les gens qui ont payé. Et les gens qui ont payé, forcément, entre les 1000 personnes, entre les 1000, 5000 personnes qui ont peut-être assisté à nos événements et l'audience finale, et la communauté finale, il y a peut-être 1% des gens qui ont payé. Par contre, cette communauté-là, très solide, va faire beaucoup de bruit parce qu'ils savent ce qu'ils ont reçu, ils se sentent vraiment engagés. Mmh. Donc voilà. Donc c'est un peu toutes les étapes en gros que je vais piloter, bien sûr avec Aurélien, mais dans lequel ma responsabilité, c'est d'avoir une vue, de penser différemment et de savoir qu'est-ce qu'on peut optimiser, jusqu'où on peut aller. Et après, la partie new business, très simplement, on va aller chercher comment comment, par exemple, les entrepreneurs qu'on accompagne vont avoir des besoins. Exemple, des besoins juridiques. Et ben, pourquoi pas monter un cabinet d'avocats Victory Lap avocat, tu vois, pour proposer du coup du service juridique spécialisé pour ça. OK. Donc, c'est un peu ça qu'on va aller chercher. OK. Ouais, non, non, super, super intéressant et merci pour les précisions. Je pense que c'est assez clair et c'est vrai que même au-delà tu parles aussi de communauté. C'est vrai que je suis totalement d'accord avec vous sur en tout cas la dissociation entre audience et communauté et puis une communauté, c'est même les gens qui vont te défendre quand tu es pas là. Exactement. C'est-à-dire qu'ils vont dire: «Non, viens, l'événement il est bien, il est bon» et cetera donc effectivement, les gens ont tendance je mets des guillemets, mais à beaucoup regarder le nombre de followers et ceci et cela. Mais la vérité, c'est combien se bouge quand tu as besoin. Tu vois? Comment c'est Combien pas à y mettre de l'argent et cetera et cetera et effectivement, c'est là que tu crées vraiment une communauté. Hem, OK sur ça, super, super intéressant. Maintenant, je trouve que vous avez toujours une approche, que j'apprécie. C'est celle de dire, alors je sais pas si c'est exactement ça le slogan, je mets des guillemets, mais: «On est là pour une décennie». Mmh. J'ai déjà entendu plusieurs fois, de part et d'autre. C'est quoi l'importance d'avoir une vision quand on monte un business? Aurélien. Parce que je veux dire et juste pour essayer de répondre à Aurélien, c'est que la vision, pour moi, c'est super important. Pourquoi ça l'est aussi pour vous? Et pourquoi vous parlez en décennie? Si je peux me permettre, c'est marrant parce que nous, on le sort naturellement, OK. mais t'es pas la première personne Ah, qui me dit que ça les a marqués en disant: «Ouais, mais vous aimez bien dire vous êtes là pour 10 ans et» moi j'ai toujours vu ça, c'est la décennie, c'est 1-0. Ouais. Pour, la simple et bonne raison, tout simplement parce qu'en fait, je vais essayer de découper la réponse en Vas-y. en petites parties. Première partie, comme Lionel il a dit, nous on vient on en fait on a grandi, de base on est des enfants pauvres. De base on est des gamins pauvres. C'est-à-dire qu'en fait on a grandi, on n'avait pas grand-chose. Je vais pas dire qu'on avait rien, parce qu'après ça serait manquer de respect à ceux qu'on sait qui ont vraiment rien, Ouais. mais on a grandi avec pas grand-chose et on s'est toujours débrouillé avec le peu qu'on avait. Mais on s'est surtout rendu compte en fait que, la plupart des personnalités, des riches personnes qui, eux, ont pu faire grandir leurs enfants avec, certains moyens, c'est des personnes qui ont fait grandir aussi leur business et qui ont permis à leur business de pouvoir, se tirer sur plusieurs années et c'est une histoire de structure et de construction. Aujourd'hui, nous, quand on dit qu'on est là pour une décennie et c'est le décennie, en vrai, c'est le minimum. En vrai, c'est le Mmh. minimum. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste monter, un business qui nous permette juste de se dire: «OK, j'ai fait, tant d'euros, après c'est bon, je vais me prélasser au soleil». Non, je on a des responsabilités, en fait. On a des responsabilités, donc en fait, on monte pas qu'un business pour nous. On monte pas ce business que pour nous. On monte ce business pour nos familles, mais aussi, pour les autres personnes que l'on représente, qu'on le veuille ou non, en fait. Au fur et à mesure, on devient en fait le terme est peut-être fort parce que j'arrive pas à trouver le bon terme, mais on devient plus ou moins des icônes. J'ai pas un autre terme là tout de suite, mais Non, dis-le, moi je suis pas de problème avec ça.
icône, porte-parole ou représentation. C'est exactement ça, tu vois? Et tu le fais pas juste en étant, une personne qui a monté un truc qui avait juste vocation à rester là 2 3 ans. Non, c'est la longue durée qu'on vise et nous, notre vision, en vrai, la vision, elle est simple. C'est effectivement le 10 ans, c'est pour beaucoup, effectivement, ça a été fort. Pour nous, c'est le minimum. Nous, c'est le bâtiment. Moi, initialement, j'ai grandi à Courbevoie, tu vois? J'ai grandi en fait, La Défense, en vrai, tu vois? Et j'ai grandi avec des buildings. J'ai grandi ma vie, c'était de voir des buildings tous les jours avec des noms dessus. Et puis qui pousse aussi, Et quoi. qui poussent, Ouais, par-ci, par-là. ouais. Et en fait, quand tu grandis dans ça et en plus tu as pas grand-chose, le premier truc que tu te dis, quand tu vois genre par exemple juste marqué Ernest Nyang sur une tour, tu te dis: «Comment le nom de quelqu'un peut apparaître sur une si grande tour?» tu vois? Si, je veux mon nom sur une tour et tu travailles pour en fait. Tu travailles pour pouvoir en fait faire en sorte que ton nom soit sur cette tour-là et garder en fait avoir cette vision, avoir ce rêve, c'est une ligne directrice. Mmh. C'est une ligne directrice, ça te permet de savoir en fait pourquoi tu mets un pied devant l'autre. Mmh. Tu vois? Tu te réveilles le matin, tu sais pourquoi en fait tu te lèves en posant ton pied gauche en premier, pourquoi, tu pries au réveil, pourquoi, tu vas au sport, avant de prendre ton petit déjeuner, j'en sais trop rien, mais tu sais pourquoi tu fais ça et en fait avoir une vision, c'est tout simplement avoir une vraie ligne directrice, te dire: «OK, je fais ça pour ça, je sais pourquoi j'ai fait le fait, je sais où je veux aller et je vais pas déroger à la règle». C'est principalement pour ça que la vision, c'est vraiment important. Savoir pourquoi tu fais les choses. Un truc à ajouter? Ça m'a l'air très, très clair, là. Je souscris à ce que disent les camarades à ma gauche. J'ai envie de signer. Ouais, tu fais signer. Non, mais clairement et je pense aussi que, tu l'as implicitement aussi, tu l'as dit, je pense qu'aussi c'est la vision, c'est parce que l'entrepreneuriat, c'est sexy aujourd'hui, mais Mmh. c'est pas réellement sexy sur le terrain. C'est exact. C'est dur, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça amène des doutes et surtout, je trouve que la vision, en fait, c'est ce qui permet de tenir. En tout cas, peu importe ce qui se passe, le truc où tu te raccroches, le petit truc que tu vois, la petite lumière, c'est cette vision-là, tu vois? Te dire: «Mais en fait, au final, ben, même si au final, là, en termes de CA, c'est dur, en termes d'équipe, c'est dur, en termes de management, c'est dur, mais c'est là où on veut arriver», tu vois? Et c'est vrai que moi, j'ai mon entraîneur qui nous répétait ça tout le temps, donc très, 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 très cool. Hem, avec le recul, parce que du coup, bah, là, vous avez quand même assez d'expérience sur, l'entrepreneuriat de façon générale et tu l'as dit tout à l'heure aussi Lionel, les études, important pour entreprendre ou pas? Non. Pourquoi? Écoute, C'était sec. Il a dit non. écoute, moi, je sais quelque chose, j'ai fait des études longues. Mmh. Mais depuis, le début de mes études, depuis le day one, même avant, même au collège ou au lycée, j'aimais pas je suis quelqu'un qui aime pas l'école. C'est vrai? Ouais, j'aime pas l'école. Tu étais bon élève ou pas? J'étais dans la moyenne, capacité peut mieux faire, ce genre de choses-là. Facilité, Ouais, facilité parfois, ouais. et qui parle un peu en cours? Non, je parlais pas. Pas trop? OK. Je parlais pas, très discret. OK. Très discret, je voulais pas faire de phrases. Faut pas oublier, j'étais le seul noir dans une école de blancs. Voilà, OK. donc voilà. OK. Donc voilà, l'école, j'ai toujours détesté, mais j'ai fait des études parce que c'était un échappatoire et un levier pour pouvoir faire des choses. OK. J'ai compris que l'école m'a permis une chose et là-dessus, j'en suis fier, c'est, je sais pas, tu es dans une soirée, OK, type école de commerce, tu es le seul noir à la soirée. Que tu le veuilles ou non, quand tu passes la porte, tu vas être jugé et tu juges les gens. Les gens qui disent: «Non, moi je juge pas», les gens tout le monde juge. Le problème du jugement, c'est quand tu as un jugement négatif. Quand on va me poser la question: quand j'étais en études, «Qu'est-ce que tu fais?» et que je disais que j'étais en ingénierie financière, boum, ça me passait à un certain niveau. Mmh. Pareil, je suis en école de commerce, je fais ci, je fais ça. Ça permet en fait, c'est un élément de branding, en vrai. Mmh. Donc c'est Mmh. ça que m'a servi l'école OK. et ça, c'est quelque chose qui m'a été confirmé par un directeur d'école que j'ai vu un jour, lors d'un entretien, qui m'a dit que finalement l'école c'est juste une couveuse. Voilà, vous êtes des œufs, on vous met à la bonne température et ce qui va faire que l'école va vous servir à quelque chose, c'est ce que vous allez faire autour, pas dans la couveuse. Si vous passez votre vie dans la couveuse, vous allez être un œuf comme les autres. Mmh. Donc voilà, et c'est d'autant plus important quand tu es un jeune noir, qui a très peu de capacité, qui a très peu de pas de capacité, au contraire, qui a très peu de cartes entre les mains.
il faut que tu puisses t'armer le plus possible. Mmh. Donc je dirais jamais ne faites pas d'études. Par contre, faire la promotion que tu ne peux pas réussir sans les études, non. Tu peux clairement réussir sans les études. OK, super. Même avis, pour toi, Aurélien? Pratiquement, ouais, Ouais. pratiquement même avis. Moi, je vais juste évoquer juste un petit point un peu légèrement différent. En plus, on en avait souvent parlé en fait avec Annette. C'était concernant concernant tout ce qui est école de commerce et autres. Moi, j'ai pas eu la chance de faire une école de commerce parce qu'en fait, là où moi j'avais grandi, on nous a pas forcément tout de suite fait comprendre qu'on pouvait faire des écoles de commerce. En fait, c'est marrant, mais après, je pense que ça reste une supposition, une hypothèse. Enfin, un avis purement subjectif, mais selon moi, je pense qu'on te parle pas de certaines écoles ou certains cursus en fonction de là où tu viens. Parce qu'on va peut-être considérer de base, tu es dans une école de gens qui ont pas d'argent, ça sert à rien de te parler d'école de commerce, mon ami, parce qu'en fait, tu auras même pas là tes parents n'ont pas l'argent pour y aller, pour t'emmener là-bas. Donc en fait, c'est mieux que je t'en parle pas, tu vois? Et moi, j'ai découvert les écoles de commerce, j'étais déjà en terminale. Mmh. Tu sais, moi, je savais pas, tu vois? Donc tu as 2 personnes qui débarquent en mode genre, j'étais dans un lycée qui était assez réputé quand même. Mais déjà, comment j'ai atterri dans cette école-là? Dieu était dans la salle, parce que personnellement, je ne sais même pas comment je suis arrivé dans cette école en vrai, la vérité. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà fait plein de bêtises dans les autres écoles. On ne voulait plus de moi dans une école. J'ai réussi à passer une extremis dans cette école-là qui s'appelle Léonard de Vinci à Levallois, qui est une très très bonne école, enfin très bon lycée. Et en terminale, bah, justement, il y a deux élèves qui viennent faire la promotion d'une école de commerce. Et genre, je me rends compte en fait que des écoles de commerce existent. Et je dis, mais attends, moi aussi, je vais faire ça. Et ouais, faut payer, je crois que c'était un truc de 6 000 balles sur leur récolte, c'était pas à cette époque-là, c'était pas grand-chose, tu vois? Mais bon, ça, c'était 6 000 balles. Moi, je Mmh. savais très bien que ma mère, elle avait pas 6 000 balles, tu vois? Ouais. Moi, les seuls moyens de pouvoir faire 6 000 balles, c'était que tu passes quelques petits temps au quartier, tu connais, voilà, tu sais comment trouver 6 000 € après. Mais j'avais jamais dans ma tête, je pensais pas, je savais pas que ça existait. Et le concept même des écoles de commerce, là où ça vient en fait permettre, là où c'est cool, je trouve, c'est que ça donne un mental particulier, en fait, aux élèves qui le font. En vrai, j'ai remarqué et un jour, on avait discuté avec un élève, j'ai dit: «Ouais, mais ça, c'est marrant, parce que toi, tu as une vision» et un autre pote à nous, ils ont une vision et une manière de faire les choses et d'avancer et de se comporter avec les gens qui est pas dans une position de: «Je suis amoindri». Mmh. Ce qui, moi, pouvait vite m'arriver. OK. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'avais pas fait ces écoles, donc en gros et en fait, c'est bête, mais comme il l'a dit, tu débarques dans un truc, tu dis: J'ai fait de l'ingénierie financière», ça calme tout le monde. Mmh. Quand tu débarques dans un truc, on te demande: «Tu es où?» Toi, tu as même pas fini ta licence 1. Il dit: «Ouais, ouais, moi, je suis là, hein» Ouais. et tu vois? Et directement, tu te mets dans une position de: «Ah ouais, je suis le plus con» et à une certaine époque, enfin, à un certain âge, je pense, où ça dépend de comment tu évolues, passer pour le plus con, c'est pas si cool. Mmh. Alors que plus que tu grandis dans le business et puis tu te rends compte que être le plus con de la pièce, c'est trop bien. Parce qu'en fait, tu dis: «Eh, ça veut dire qu'il y a des choses que je peux apprendre». Mais à ce moment-là, en fait, le premier truc que tu dis: «Putain, je suis le plus con, c'est dur» et en fait, là où je trouve que c'est important, que ça soit, Lionel, que ça soit moi, que ça soit Victorella, que ça soit toi, que ce soit plein d'autres gars, en fait et là, je vais volontairement parler dans un aspect un peu plus communautaire, tu vois? Mais en tant que Renoir ou en tant que mec qui représente plus ou moins le quartier, de d'avoir cette volonté d'être des icônes pour pouvoir faire comprendre que effectivement il y a pas que l'école, en fait, qui peut te permettre de pouvoir créer, de pouvoir faire du business, et de pouvoir aller plus loin. À défaut de pas encore réussir à avoir cette position-là, comme on est en train d'y travailler, on est encore nous les nouveaux-nés en vrai, tu vois? On commence à prendre ces places-là. Il y a encore des choses qui doivent être faites. En attendant, pour tous les autres, si vous avez une possibilité de faire des écoles de commerce, faites, tu vois? Faites, allez-y et allez vous forger. Et au fur et à mesure, en fait, il y a des positions qui vont être prises et les positions qui vont être prises vont permettre de pouvoir vraiment valoriser le fait qu'il y a personne qui est entre guillemets il y a personne qui doit s'amoindrir parce que tu n'as pas fait telle école. T'inquiète, tu peux y aller et tu peux le faire, tu vois? Donc c'est plus par rapport à c'est plus ce point-là qui est assez particulier. Ouais, non, merci pour ta réponse. En plus, c'est vrai, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que, être le plus con de la pièce, ça dépend de l'intention que tu y mets. Effectivement, quand tu le choisis et que tu es le plus con avec des gens bienveillants, c'est très différent. Mmh. Effectivement, on évolue tous dans le business aujourd'hui, mais parler avec des entrepreneurs qui ont déjà quelques années d'avance sur toi sur des points, mais tu gagnes trop, tu te nourris de ça, tu vois? Parce que et surtout, il y a aussi un truc, c'est que parce qu'il y a cette position qui est
tout cas, moi, je trouve très apprécié quand c'est bienveillant, comme je dis. C'est pas des gens qui sont là pour écraser. J'ai plus te dire, ben, ce que tu fais, c'est cool. Par contre, moi, je suis là où tu étais. Nous, ouais, j'étais là où tu es aujourd'hui et je te conseille de faire ça, ça, ça. Parce que et là, tu peux gagner un petit peu du temps sur des trucs. Et inversement, je trouve que, je pense tous les 3, on a souvent une position aussi de consultant ou du gars qui chapeaute. Et ça veut dire que tu es, la personne qui détient le savoir. Je mets des guillemets. Donc quand tu arrives dans une boîte, sur un business, peu importe, on se réfère à toi. Donc là, encore une fois, ben là, tu es un peu le plus intelligent de la pièce sur ça. Donc, c'est effectivement intéressant de réussir à jongler avec ces 2 positions parce que c'est super important et même, je finirai sur ça, sur l'aspect aussi, tu peux être le plus con de la pièce, mais sur une verticale. Tu vois? Par exemple, en termes de CA, peut-être que les gars font beaucoup plus d'argent que toi, mais par exemple, sur la partie branding, ils sont nuls. Et là, en fait, tu es le plus pertinent pour eux. Et c'est aussi, je pense, que comme ça que les relations se créent, c'est que tu peux apporter certains éléments à certaines personnes et qui t'apportent aussi sur d'autres verticales. Donc c'est super intéressant. Et sur l'aspect des écoles de commerce, c'est marrant parce que, alors moi, j'ai grandi en Martinique, zone d'éducation prioritaire encore plus. Je savais même pas c'était quoi une école de commerce. Franchement, je pensais juste que c'était une école où en fait on faisait du commerce. J'avais aucune idée, mais vraiment de quoi. HEC, tout ça, j'avais pas conscience de l'importance de ça. Aucune. Et il y a un autre point à évoquer pour ça. Moi, je le vois avec maintenant d'autres potes à moi qui sont en tout cas, qui ont grandi dans des familles plus aisées que moi. C'est que très tôt, tes parents s'intéressent à ce que tu vas faire de ton éducation. Tu vois, tu peux discuter avec tes parents de telle tournure dans mes études, telle école, et cetera. Moi, ma mère, aujourd'hui, je lui dis: «Bah, je fais de l'informatique, je fais de la tech». Mais je vais pas lui dire: «Écoute, il y a des SDR, des BDR, il y a le framework ARM et cetera». Elle va me dire: «Hé, laisse-moi tranquille avec tout ça», tu vois? Donc je lui dis: «Je fais de l'informatique». Mais ça veut dire que j'ai dû justement, moi, un peu tatiller, moi-même solo et voir: «Ah, bah, ça, c'est intéressant, ça, c'est pas intéressant», rencontrer des gens et cetera. Donc effectivement, je pense qu'il y a aussi très tôt, en fait, je pense que, le choix des études, en tout cas l'orientation, si tu as des parents qui s'y intéressent ou en tout cas un entourage, c'est vrai que tu as pas forcément la même orientation à ce niveau-là, tu vois? Mmh. Moi, j'ai fait des écoles de commerce après parce que j'ai découvert ça. Mais donc du coup, au début, bah, j'étais à la fac, je faisais des trucs un peu avoir un master, c'est très bien pour les gens. Tu as réussi ta vie quand tu as un master, mais bon, en fait, c'est juste le début de Ouais, de quelque chose, quoi. exactement. OK, cool, cool. 2016, messieurs, marketplace de basket, Mmh. vous nous en parlez? Ouais, on va t'en parler. Alors, Ouais. de manière très succincte, 2016, moi, j'arrive sur Paris en février 2016, et je rencontre Aurélien en octobre 2016. Qu'est-ce qui se passe entre février et octobre? C'est que, j'ai une lubie autour de, sur la marketplace et moi, je travaille pour une marketplace qui est connue à l'époque, qui s'appelle Vitdressing. OK. Marketplace de seconde main, je m'occupe du marketing là-bas. Enfin, je suis dans l'équipe marketing pour être exact. Je comprends le business de la marketplace et je me dis: «Il y a quelque chose à faire autour de la sneakers» et je fais des petits tests de mon côté. Octobre 2016, je rencontre Aurélien qui lui a une boîte à côté, qui est, une marketplace, on peut le dire aussi également, tu vois? Ce qui est une application qui s'appelait Huggy, qui permettait en fait de pouvoir découvrir le style de ta star préférée. Par exemple, tu as Kim Kardashian, elle a été, shootée au Met Gala, enfin au Met Gala, et elle est plutôt à Festival de Cannes avec telle robe et ben, toi, tu peux trouver l'équivalent de la robe, chez Bershka. OK. Voilà. Quand on se rencontre, en fait, quand on se rend compte que, en fait, on a tous les 2 chacun un business dans la mode. Marketplace de style, moi, marketplace sneakers que j'ai déjà testé et qui a déjà trouvé, son audience. Et ce qui se passe, c'est qu'en janvier, 2017, en fait, on décide de s'associer, et je lui ai proposé, en fait, quelques semaines avant en lui disant: «Écoute, frérot, moi, c'est en train d'avancer. Moi, je connais ton business, je sais qu'il peut avancer, mais ça va être un peu plus compliqué. Et en fait, ça matche trop bien. Viens, tu lâches ton projet et tu viens vers mon projet. Et ça devient notre projet». Il a dit: «D'accord». Il a dit: «D'accord» comme, d'accord. Pas de négociation, rien. Il a juste dit: «D'accord». Je fais: «Non, mais je suis sérieux». Il a dit: «D'accord». Il a lâché le dessus, tu vois? Donc, Je croyais pas. bah, c'est pas que j'y croyais pas, mais bon, le mec, il a un pro il a une boîte quand même. Ouais. Et il a lâché la boîte et puis, du coup, Hello Sacha, c'est devenu notre boîte. OK. Et ce qui était marrant, juste, bon, anecdote pour ça, je crois en plus, je l'ai jamais vraiment dit, vraiment, parce qu'en fait, il y a une anecdote, c'est, à la base, j'étais tellement en mode, genre, comme on discutait beaucoup, ça matchait tellement bien, je me suis dit: «Eh, faut que je bosse avec lui». Là, En fait, à la base, moi, je voulais le proposer, en fait, mon projet,
Mais comme il a proposé en premier, j'ai dit: «Eh, en vrai, j'ai juste envie de bosser avec lui». OK, OK, C'est OK. pour ça que c'était Bah, lui, il était ah, c'est très cool, c'est cool, c'est Mmh. cool. Et OK. donc voilà, c'est devenu notre projet. Hello Sacha, qu'est-ce que c'était? Donc c'était, ça avait pour vocation d'être la première marketplace de sneakers pour les femmes, de sneakers pour femmes et rien que pour les femmes. Concrètement, l'idée, c'était de pouvoir proposer les meilleures paires de sneakers, les meilleures marques, Adidas, tout ce que tu veux, qui provenaient des, boutiques indépendantes OK. françaises. Pourquoi des boutiques indépendantes françaises? Parce que, Adidas, Nike et compagnie allaient pas bosser avec nous et nous fournir les dernières paires. Par contre, les boutiques physiques, elles avaient les paires parce qu'elles les avaient commandées et elles les avaient en stock. Et on s'est dit: «Ben, voilà, on va court-circuiter le canal de la distribution par les marques, en passant directement avec les boutiques» et ce qui a fait qu'on a pu poser très rapidement, en fait, l'une des meilleures sélections de sneakers, pour les femmes en Europe. OK. Donc, on a fait, plein d'événements physiques pour se faire connaître, comme le Sneakers Event et cetera. On a réussi à avoir une audience, de plus de 5 000 personnes en quelques jours. On est devenus les chouchous des influenceuses sneakers et cetera. Mais à la fin, ça restait une boîte tech, donc il fallait quand même développer une marketplace, ce qui était un peu moins évident à l'époque. On a réussi voilà, clairement, aujourd'hui, tu veux monter une marketplace, 2 semaines, c'est bon, quoi. À l'époque, tu faisais pas ça comme ça. On a galéré. Connect n'existait même pas. Ouais, non, mais c'est compliqué, tu vois? Il y avait même pas Shopify, c'est pour te dire. On a l'impression d'être des anciens de ouf, tu vois? Mais la vérité, c'est que le monde de la tech, avance tellement vite qu'1 an dans la tech, ça peut représenter 2 ans et une C'est boîte ça. ChatGPT et compagnie. Alors là, c'était il y a 7, 6 ans maintenant, tu vois? Donc là, on parle là, c'est presque dinosaures, quoi. Faut accepter le fait qu'on est devenus des tontons, tu vois, dans la tech. Tu vois? Mais voilà, donc on a galéré, on a quand même réussi à constituer une équipe de 10 personnes, qui ont accepté de nous suivre gratuitement, ça c'est une autre histoire aussi. Ouais. Et en fait, on s'est simplement rendu compte que le business de la marketplace, c'est, bah, le fait de toucher une commission sur une paire vendue. C'est quelque chose qu'on savait, hein, mais quand ton panier moyen est à 80 € et tu as 10 de commission, ça veut dire que tu fais tout ça pour 8 € de chiffre d'affaires. Mmh. J'ai bien dit chiffre d'affaires. Donc voilà, tu comprends que là, ça commence à être compliqué, Mmh. et qu'à cette époque-là, le modèle, entrepreneurial qui était promotionné, c'était la start-up. Jusque-là, c'est OK. Et la start-up, à ce moment-là, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire think big, lève des fonds, devienne licorne. Et nous, le modèle qu'on avait employé, parce qu'on traînait dans l'environnement The Family, énormément, Bootstrap. c'était, bah non, le bootstrap, non, c'était pas la mode, le bootstrap à l'époque. Mmh. C'était, non, tu lèves des fonds. Donc nous, on est parti voir les fonds d'investissement. Ouais, on veut lever des fonds. On avait des contacts avec eux. Mais on n'a pas réussi à lever des fonds. Et on a compris après coup pourquoi on n'a pas levé des fonds. J'y reviendrai peut-être. C'est que le marketplace n'est pas un modèle rentable. Pour devenir rentable, il aurait fallu lever des millions et des millions et des millions pour atteindre du coup le seuil de rentabilité. Mais la question c'est, qui allait faire confiance à deux Renois de 25-27 ans qui montent une marketplace de sneakers avec un panier moyen de 80 €? Mais oh, tu vois? Ouais. Et qui plus est, la promotion qu'on a faite de la levée de fonds à l'époque était totalement erronée. Tu lèves pas des fonds parce que tu as un bon projet. Tu lèves des fonds d'abord parce que tu es dans les bons réseaux, dans les bons environnements, parce que tu matches avec les investisseurs. Exactement. Ça déjà, c'est le point numéro un et c'est ce qu'on ne dit pas. Encore aujourd'hui, c'est valable. Bien sûr. Le projet, il vient après. Parce qu'à la fin, il faut bien que la règle numéro un de n'importe quel business, c'est faire du profit. C'est pas règle numéro 2, règle numéro 3. Même si tu vends le fait que oui, je vois une vision, si on atteint telle étape, nanani, tu vois, Amazon sont pas rentables. Bezos, il a monté sa boîte avec 1 million de dollars, d'accord. Quand tu as déjà eu des succès ou que tu as du cash, tu peux te permettre de mettre de côté le profit. Et le mettre de côté, ça ne veut pas dire que c'est la règle, que ça n'en fait pas la règle numéro un. Mmh. Tu ne peux pas l'échapper, ça. Mmh. Donc du coup, bah, notre boîte a coulé, hein, tout simplement. Voilà. Non, mais Mais on a appris beaucoup de choses. ouais, non, mais clairement, moi aussi craché une marketplace. Il y a aussi un truc dans la marketplace qui est très difficile. Déjà, quand tu as un projet, potentiellement, on va rester sur un calcul très simple. Normalement, tu as un projet, un produit, un persona. C'est dur. Marketplace, c'est un produit, mais tu as 2 types de personas et chaque persona il y a une corrélation entre les 2. C'est-à-dire que pour qu'il y ait assez de gens qui viennent, il faut qu'il y ait assez de produits potentiellement, mais pour qu'il y ait assez de produits, il faut qu'il y ait assez de gens qui viennent. Donc, qui dit éducation, vas-y, tu as un truc à dire? Paradoxe de l'effet de la poule. C'est exactement ça. Et donc du coup, Mmh. c'est gros budget marketing pour faire connaître, et cetera, et cetera. Donc la marketplace,
je pense qu'il y a eu une belle ère de la marketplace et ça peut continuer plus qu'il y a d'autres trucs, mais ça a quand même, en tout cas, ça demande quand même beaucoup d'investissement. En termes de temps, d'argent, etc. Ça demande beaucoup d'investissement pour qu'une marketplace, ça fonctionne. Euh, Maintenant, parlons, parce que je sais que vous avez aussi un gros attrait pour l'expérience utilisateur. Il y a eu, alors si je me trompe pas, c'est à peu près vers l'été dernier, un marathon d'événements. Hmm. J'ai vu que vous avez décidé de prendre le game. Je crois que c'était en août. Vous vous êtes dit En juin même. en juin. Ok, On a, je on me, a- je me on a trompe. on a commencé même en mai. En mai. Ouais. Ah, ok. Ouais, on a en commencé, mai. je crois, mi-mai, En- en- mi-mai, je crois. C'est ça, mi-mai. Et en fait, il y a eu un arrêt à cause des émeutes suite au décès du Ah, colonel. ok. Ok. En tout cas, moi, je sais que il y a un moment. Alors moi, c'est plus LinkedIn sur lequel je suis. Je me dis, mais je vois des événements passer, etc. Je vois que c'est gratuit. Je me dis, gratuit. Je vois les invités ont l'air pas mal, etc. Expliquez-moi pourquoi vous avez fait autant d'événements. Qu'est-ce qui s'est passé? Le conseil est simple. Enfin, pourquoi on a fait des événements tout l'été? C'était très simple. Il faut savoir que Victorilla, publiquement, a commencé en mai 2022. Ok. Et ça a commencé par le biais d'un événement qu'on a appelé Next Level. C'est une grosse conférence de 9h à 19h dans laquelle il y a eu 6 speakers qui sont tous enchaînés les uns après les autres avec 1 heure de pause. On a lancé l'événement d'ailleurs, pour l'anecdote, avec quelques jours de communication. 6 jours de communication. On a débarqué du jour au lendemain, venant de nulle part. Et on a 70 personnes qui sont venues. Et cet événement-là était un événement payant 40 € quand même. Ah oui. Et tu as quand même 70 personnes qui ont payé 40 €. Voilà, pour la plupart. À ce jour, c'est le seul événement payant qu'on a fait. Et suite à ça, on a décidé que ça allait être un événement gratuit. Que nos événements allaient être gratuits et que nos événements devaient ne pas être des produits, mais devaient être un canal d'acquisition. Pourquoi? Pour des raisons très simples. Tu réunis des gens qui te découvrent, tu parais intelligent aussi, voilà, en étant à côté de bons speakers. Tu fais en sorte que des gens autour des valeurs que tu as mis en place se connectent entre elles. Et surtout, ça, tu peux aussi identifier des entrepreneurs qui peuvent potentiellement avoir des besoins et souscrire à tes services. Donc on s'est dit: «Bon voilà, on va simplement, faire des événements, régulièrement des événements». Ensuite vient l'été. Et on s'est dit: «Bon, ben, voilà, avec Aurélien, on a fait des événements, c'est cool, des événements gros format comme celui que je viens de te citer, on en a fait un deuxième. Après on a fait des talks le soir et cetera». Hem, pour plusieurs raisons, on ne pouvait pas en faire de manière très régulière parce que ça reste un canal d'acquisition. Il faut savoir rester concentré sur, notre cœur d'activité qui est de faire des formations. On s'est dit: «Bon, bah, en fait, en réalité, ça serait bien qu'on puisse faire des événements dans sur une période donnée» du mois de mai, fin mai, ou même bon, en vrai du lycée du début juin, jusqu'au 31 août. Et du coup, c'est ce qu'on a enchaîné. On a commencé à faire 1 à 2 événements par semaine. Certains événements avaient lieu, à Oberkampf dans un lieu partenaire et les autres avaient lieu au Season, est connu, qui est un restaurant qui est connu en fait, des Parisiens, qui aiment manger des avocats toast et cetera, qui est tenu par Cathy Closier et qui, elle, nous a proposé, de nous mettre à disposition l'un de ses restos, pour faire des événements. Et ces restos, c'est pas simplement que des restos, c'est vraiment très cocooning, il y a une DA particulière. Elle nous a proposé de nous mettre à disposition de ces restos. On a dit: «OK, let's go» et donc on a enchaîné nos événements. En sachant qu'au Season, on a pu mêler encore plus l'univers de Victory Lab, à savoir mêler le branding du Season, qui est un branding très fort, connu au niveau national et international et la DA de Victory Lab, vraiment un mélange très tasty. Tu viens à un talk et après tu restes dîner. Donc les gens à chaque fois restaient jusqu'à 22-23 heures et cetera. Ça a créé en fait finalement, un rendez-vous hebdomadaire pour, les Parisiens qui n'allaient pas en vacances, tout simplement. Pour ceux qui n'allaient pas en vacances, ceux qui étaient à Paris, qui souhaitaient vraiment apprendre, et s'instruire au niveau du business. Mmh. Il n'y a pas de pause dans le business. Si tu veux apprendre, tu apprends. Vu que tout le monde a décidé de partir en vacances, ben, nous on s'est dit: «Bah, on prend le pavé», tout simplement. C'était quelque chose d'assez naturel, hein, mais on savait, ça nous permettait de faire du bruit et d'attaquer, et de recommencer à la rentrée
avec une base solide de gens qui avaient déjà consommé et qui s'étaient déjà formés auprès de Victory Lab. Mmh. Ouais. Non, non, très, très smart. Puis je pense qu'avec ces événements-là, vous avez pu créer 2 choses importantes avant de vendre ou autre, c'est autorité et confiance. C'est-à-dire autorité, ben, ces mecs-là, ils savent de quoi ils parlent et confiance, ben, on est allé. Entre la promesse qu'il y a eu et la délivrabilité, ben, c'était cool et pour aussi avoir assisté à un de vos événements, c'était cool. Effectivement, je suis resté dîner aussi, donc c'était très, très, Mmh. très, très nice donc ouais, chapeau pour ça. C'était très, 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 très cool. Hem, vous êtes 2 hustlers, OK? Alors, j'aime pas mettre les gens dans des cases. Vous êtes 2 hustlers. C'est une de vos Mmh. caractéristiques. Hem, vous travaillez beaucoup, de ce que je perçois. Beaucoup trop. Ah! J'essaie en fait de vous captez vite là où je veux en venir. Lionel, tu as fait un post récemment, en tout cas il y a quelques temps, sur effectivement, heu, ce par quoi on passe tous dans l'entrepreneuriat, cette charge mentale qu'on peut avoir. Parce qu'effectivement, quand on vient et surtout quand on vient de très loin, on se dit: «Oh, gars, il faut rattraper le retard» et donc du coup, tu taffes, tu taffes, tu taffes, tu taffes, mais c'est un marathon. Il y a même des fois, j'ai un pote qui dit: «Ce sont des sprints dans un marathon» et donc du coup, tu peux pas être en 5e pendant tout le parcours et au moins il faut doser. Comment vous arrivez à doser? Parce qu'en même temps, il faut beaucoup travailler, il faut réussir à prendre des positions, mais il faut réussir à doser. Comment vous gérez ça? Hem, Aurélien prend la parole dessus, je pense que j'ai beaucoup pris la parole dessus. Demain après, vas-y. comment on fait pour doser? Alors, Vous trouvez le juste milieu, si je puis dire. trouver le juste milieu, le premier truc, en fait, c'est déjà de se poser la question naturellement. Bah, déjà, où est-ce que tu veux aller? Première chose. Deuxième chose, hem, à quoi ressemble ta vie aujourd'hui et à quoi veux-tu que ta vie ressemble demain? Et quand je dis ta vie, c'est-à-dire que dans ta manière de gérer tes journées, tu vois? C'est-à-dire que, pendant longtemps, on a bossé, mais genre, en fait, sans limite et parce qu'en fait, il y a un espèce de petit côté un peu, je sais pas si c'est un peu, c'est pas fun, mais c'est genre un petit côté, je me la raconte de dire, «Ah, tu vois, moi je travaille là, je travaille, je travaille». Et genre, pour montrer que: «Hey, je travaille». Ouais, mais arrive un moment frérot, faut aller doucement dans le sens où, oui, tu travailles, mais il y a travailler bien et travailler beaucoup. Mmh. Et le but, c'est pas de travailler beaucoup, c'est de travailler bien, tu vois? Comme il dit 50, hustle smarter. Et et le truc, c'est que, à toi maintenant d'organiser en fait tes journées, d'organiser ta vie en fonction de ce que de comment tu veux avancer pour pouvoir faire en sorte que tu puisses gérer correctement en fait la bascule. Par exemple, si je me prends moi personnellement aujourd'hui, ce que je fais, bah, par exemple, je me réveille, il est 6h30. Je commence ma journée avec, moi je commence ma journée avec une prière, je m'étire, je vais au sport, je finis le sport, je reviens, je me douche, je prends un petit déj, je commence à bosser sur mes trucs. Et le premier truc sur lesquels je commence à bosser sur des trucs un peu plus créatifs OK. en début de journée parce que mon cerveau, il est grave chaud et donc je suis grave à fond. Il y en a aussi, il est pareil, en général, lui, c'est le matin, les trucs créatifs, c'est le matin. Je bossais sur les trucs créatifs et je fais des sessions de 2 heures, en fait. Je fais des grosses sessions de 2 heures. Pourquoi? Parce que, bah, je sais très bien que moi, à la base, je suis un enfant un peu dissipé. Donc, quand ça dépasse un certain temps, mon cerveau, il lâche. Donc 2 heures, en fait, je suis grave à fond. 2 heures Et avec ou sans téléphone? sans téléphone. OK. C'est genre 2 heures sans téléphone. C'est en mode genre, bon, bah, je prends mes écouteurs, je mets du McHale. Pour ceux qui savent pas qui est McHale, en fait, c'est juste, tu sais, c'est des mecs qui font des musiques de films et c'est lui qui a fait toute la BO, de la série, Mister Robot OK. et je kiffe écouter ça et je me mets en mode, voilà, McHale, je travaille pendant 2 heures et sur ces 2 heures-là, je sais exactement aussi qu'est-ce que je dois faire. En fait, c'est juste savoir déjà ce que tu dois faire, les tâches et cetera. Donc tu, t'assures d'avoir soit les tâches en début de soirée, tu vois? Pour la veille, enfin la veille, pardon, pour le lendemain. Ou soit, OK, bah, tu avais déjà découpé tes tâches, pendant une grosse période et après tu sais que bon, bah, je commence ma journée, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Déjà rien qu'en fait savoir exactement comment tu vas organiser ta matinée, et rien que ça, ta tête elle est beaucoup plus calme, tu vois? Elle est beaucoup plus posée
Et il y a un truc que la mère que la mère de Lionel dit beaucoup, ça c'est un truc qui est super important et ça c'est un truc que moi je faisais pas, tu vois? Le premier qui a commencé à faire ça vraiment c'était lui parce que c'était Lionel parce que pour le coup, bah, lui sa mère lui a dit Ouais. donc normal, tu vois? Mais moi j'avais pas tout de suite assimilé l'information et c'est avoir de la discipline dans le repos Ah, et intéressant et ça. et ça, quand en fait Lionel m'en parle, je me pose, je me dis: «Ouais, mais avoir de la discipline dans le repos, ouais, mais comment?» Donc tu sais, tu marmonnes le truc. Et je me rends compte que Lionel, lui, pendant un certain temps, il était beaucoup plus discipliné dans le repos. C'est-à-dire que quand il dormait ou quand il se reposait quand il disait: «Ouais, je vais pas bosser sur ça», si je lui envoyais un message: «Ouais gros, il va pas me répondre. Ah, Il va pas me répondre oui. et par contre, je vais voir, il va poster des trucs sur Instagram, il va pas me répondre. Ouais, je me dis: «Mais oh, il lui arrive quoi?» Moi, si je pose une question sur un truc, arrête de voir. Je dis: «Wesh, et en Mmh. fait, non, c'est juste en gros sa discipline à lui, c'était: «OK, j'ai décidé de pas travailler aujourd'hui, ne me faites pas chier avec le boulot» Ouais. et la discipline dans le repos, quand aujourd'hui j'ai commencé à l'adapter, bah, ça fait que, bah, voilà, moi mes week-ends, par exemple, j'évite de travailler. Le week-end, j'évite de travailler vraiment, ce que pour moi était inconcevable avant. J'étais en mode: «Ouais, on doit charbonner, on doit truquer». Mais non, c'est aujourd'hui, c'est le week-end, je vais voir ma famille, je vais voir ma mère, je vais voir ma grande sœur, ma nièce. Et je me dis: «OK, je vais bosser». Je vais bosser, je vais aller les voir, pardon, plus. Ouais, je vais aller les voir, et je veux pas bosser, tu vois? Et justement, ouais, c'est ça, c'est faire attention à pas travailler beaucoup. Parce qu'en fait, travailler beaucoup, des fois, en fait, on travaille pour rien. C'est juste quelqu'un qui, tu au milieu de l'eau et tu penses que, ouais, parce que tu fais beaucoup de mouvements que tu es en train de nager. Non, juste tu flottes, tu Mmh. vois? Et le but, c'est de pouvoir atteindre un rivage. Donc travaille, tu vois? Tu sais faire la brasse? Brasse. Tu es un peu fatigué? Fais la planche. T'attends, tu reprends. Au fur et à mesure, tu atteindras les vaches beaucoup plus vite que celui qui fait pas de mouvement, tu Mmh. vois? Donc voilà. Ouais, non, 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 c'est réel. Toi, tu veux ajouter un point dessus? Bah, moi déjà, je souscris à ce qu'il dit. De toute façon, aussi, il cite ma mère, donc on signe, hein, on signe, pas mais ouais, il y a en fait, je pense que ce qui engendre le fait qu'on veut trop travailler, c'est parce qu'en fait, on passe notre vie à consommer du contenu, de manière directe ou indirecte, sur des gens qui percent du jour au lendemain. Voilà, clairement, c'est ça, et en fait, même si, tu sais que c'est un marathon, tant que tu l'as pas con tant que tu pas conscientisé que c'est un tant que tu pas conscientisé au plus profond de toi que tu dois parfois faire des sprints, mais parfois tu dois trottiner et parfois, en fait, tu dois t'arrêter parce que tu as un point de côté et ça fait mal. Mmh. Bah, en fait, tu arriveras jamais à te reposer. Mmh. Ouais, non, non, mais c'est vrai et puis en plus, je pense aussi il y a un peu un truc, c'est que faut vraiment dissocier entre le marketing que les gens font et la réalité. C'est clair. Parce que je pense que ce soit vous, mais même moi ou autre, en fait, quand vous commencez vraiment à parler avec les gens en off, on va dire, tout le monde galère. La vérité, c'est que tout le monde galère, mais il y a 2 discours à avoir, bah, pour les clients, pour ceux-ci, pour ceux-là et cetera. Effectivement, comme tu dis, souvent on va avoir cette distorsion de la réalité en comparant, heu, l'extérieur de quelqu'un, donc son outcome, son résultat, avec notre intérieur à nous. Mais on ne sait pas déjà tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il a subi ou tout ce qu'il a engendré ou combien ils sont et cetera et cetera. Et c'est quand je vois, des gens sur, la création de contenu, je me souviens à l'époque, hein, c'est un mec qui s'appelait Nel Patel, je sais pas si vous Ouais, aussi. Nel Patel, il avait, bah, son blog et tout et il publiait, plein de trucs de SEO. Je me disais: «Mais à quel moment il prend le temps de d'écrire autant de trucs?» Jusqu'à ce que j'apprenne qu'il est une armée de copywriters, en fait. Et je me suis dit: «Mais en fait, il est pas solo. Le combat, il est déloyal». Donc en fait, je peux même me comparer à quelqu'un, qui a ce type de moyens-là et moi réussir à faire mon petit article et cetera. Donc je pense qu'effectivement, c'est ça et en fait et vous pensez qu'on est obligé, je mets des guillemets, mais pour le comprendre, parce que tu vois, comme tu dis, ta mère disait ça, donc la discipline dans le On repos, dit encore, elle est encore vivante. elle le dit encore. Excusez-moi, 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 je devais aller en arriver là. Mais, est-ce qu'on est obligé de passer par là pour le comprendre, vraiment, pour le conscientiser? Bah, j'aimerais dire que non, mais je pense que c'est un peu comme tout, hein, un enfant, tu peux lui dire que: «Mets pas ta main ici, ça brûle». Tu as ceux qui vont pas mettre la main, parce qu'ils sont obéissants envers leurs parents. Tu as ceux qui vont quand même dire: «Ah, laisse-moi toucher quand même». Ouais. Voilà, donc ça va dépendre des sujets et Mmh. pas mal de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand tu as l'occasion de pouvoir apprendre de ceux qui ont déjà fait les mêmes erreurs que toi,
c'est un facilitateur. Quand t'as pas par contre, il y a plein de gens à qui on a donné des conseils dans la vie, hein, et je pense que c'est commun à n'importe quel être humain. Tu donnes des conseils aux gens. J'aime bien dire les gens qui donnent des conseils de couple, tu vois, par exemple. Heu, on a tous enfin, il y a des c'est pas pour autant que tu reçois le conseil que tu vas pas faire l'erreur. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Donc ça va dépendre de chacun. Chacun, estime qu'il est un peu unique. «Ouais, moi, c'est pas pareil, nanani nanana». À la fin, le mur, quand tu vas te le manger, il va te faire aussi mal. Donc Mmh. écoute le conseil qui te dit qui t'invite du moins à éviter le mur. OK. Avec le recul, c'est quoi le plus important quand on s'associe? D'avoir les, mêmes valeurs. Tu vois, c'est marrant parce que, c'est pas pour avec Aurélien, c'est pas la première fois que je m'étais associé. OK. Je me suis déjà associé avec d'autres personnes, qui venaient de plusieurs horizons, hein. Ce qui a fait que ces associations-là, se sont finies par des échecs, malheureusement, tu vois? C'est parce que c'est des personnes qui avaient pas les mêmes valeurs que moi. En fait, il y avait une approche trop professionnelle de l'étude de la personne et pas assez, personnelle. Quand je rencontre Aurélien, j'étais en couple avec quelqu'un, qui du coup me connaissait très bien et je lui disais: «Tiens, c'est marrant, j'ai rencontré quelqu'un, il est comme moi. Il est comme moi», tu vois? Et cette personne-là a connu aussi, mes anciens associés et j'avais dit à cette personne-là que, franchement, j'ai plus envie de m'associer. Maintenant, je fais les choses tout seul, mais la seule raison qui m'emmènerait à pouvoir m'associer avec quelqu'un, c'est si c'est une personne qui vient d'en bas comme moi, qui comprend les mêmes choses, qui comprend les mêmes vies, qui comprend tout ça. Quitte à ce que ce ne soit pas très bonne, hein, on s'en fout, tant qu'elle partage les mêmes valeurs que moi, dont la valeur du travail. Ça a pas loupé avec Aurélien. Mmh. Donc c'est ça qui a vraiment, fait qu'aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on est associés, qu'on est amis, et voilà quoi. Alors que beaucoup de gens disent qu'il faut pas s'associer quand tu es ami. Bah, la preuve que si. Mmh. C'est juste que tu as des amis avec lesquels tu peux, partager du business et des amis avec qui tu peux pas partager du business et c'est grave OK. Comme il y a des amis à qui, il y a des secrets que je partagerai pas parce que c'est des balances, tu vois? Mais mais ou d'autres avec qui je jouerai pas au foot parce que ça ne pas jouer au foot Ouais. et c'est OK. Mmh. C'est tant que tu sais qui t'entoure et tu connais les qualités et les défauts, ça va. J'ai Toi, je sais que tu as quelqu'un en tête là. Toi, tu rigoles. Tu sais, la communication est essentiellement non verbale. Mais voilà, toi, c'est surtout ça et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans qu'on est associés et que ça dure Mmh. et ça va pas s'arrêter d'ici là, tu vois? Parce que les valeurs sont alignées Mmh. et on a grandi ensemble aussi, Ouais. OK. tu vois? Donc voilà. Non, non, de toute façon, je pense que vous avez raison puisque les, les valeurs, c'est ce qui reste aussi quand c'est le chaos. Tu vois? Quand tout va mal, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, il y a que les valeurs qui restent et c'est qui se comporte comment, bah, quand ça va mal, quand c'est difficile et cetera donc c'est important d'avoir ça. Et j'ajouterais quelque chose, on a fermé une boîte ensemble, hein. C'est ça, on OK. forme une On boîte a ensemble, il y avait pas d'embrouille en fait. C'était en mode genre: «Bon bah, c'est mort? Ouais. Aïe aïe aïe, on se regarde. Bon bah, on va faire autre chose plus tard, hein. Tu faim? Ouais, c'est faim. Et là, on va manger». OK. Faim, c'est pas: «Ouais, mais c'est de ta faute». Non, quand on a développé le projet, on était 2. Bon bah, quand il est tombé, on était 2 aussi. Il y a personne à blâmer, il y a pas de truc. Et des fois, même si je sais que, il a fait une connerie, j'ai fait une connerie, il peut me jeter la faute ou je peux lui jeter la faute, pourquoi le faire en fait? Ça va servir à quoi? Juste pour faire, «Ouais, mais non, c'est de ta faute». Non, c'est: «Eh frère, bon OK, tu as fait une connerie, mais bon frère, on est à 2 dans ce bateau frère». En fait, vraiment penser que c'est enfin, vraiment comprendre que c'est un bateau. Il y en a un qui fait l'erreur, on sera 2 à mourir frère. Ça sert à rien de se blâmer parce qu'on va couler là, on va tous monter, hein. Mmh. Arriver en haut, si tu arrives, fâché, c'est pas bon. Tu vois? Donc mieux vaut, voilà, tu vois? Ouais. C'est un mode genre bon. Et puis même, tu peux faire une erreur, c'est pas grave, mais l'ensemble des erreurs, en fait, c'est des décisions qui sont collégiales. C'est quoi? Il peut prendre une décision, je peux lui faire confiance, mais le pas d'après, forcément, j'ai ma part de responsabilité. Bien sûr. Donc si je laissais avancer dans ses conneries et de la même manière, quand il me laisse avancer dans mes conneries, bah, il est responsable aussi parce qu'il m'a laissé faire. Mmh. Ouais, je pense que ça aussi, c'est important, c'est dans le sens où quand on je pense que c'est comme quand on s'associe ou qu'on se met en couple ou peu importe, faut pas essayer de chercher, vraiment, vraiment une complémentarité chez l'autre personne. Il faut déjà être à 100 soi-même, se Mmh. dire: «OK, je suis droit, je sais ce que je veux, comment je le veux et cetera». Rencontrer une autre personne qui est aussi à 100 et s'associer et faire 200.
Yeah. tu vois? Donc il y a aussi ça. Hem, Vu que vous êtes du milieu un peu de la tech, bon moi je voulais mets aussi une petite étiquette encore que je vous mets, hein, je sais que je mets un peu. Mmh. Hem, Tu peux. Vous êtes dans la tech et cetera, vous faites, dans le digital ou autre, en tout cas, on a évolué un peu dans le même écosystème. Heu, j'ai une question pour vous, c'est un grand débat. Est-ce que vous êtes alors, est-ce que votre avis, il est de dire: «Il faut se spécialiser» ou il faut rester un bon généraliste? Ça dépend, hein. Ouais, ouais. Ça dépend des personnalités, je dirais. Par exemple, quand la plupart des entrepreneurs sont des personnes qui vont développer des compétences de manière large, tu vois? C'est mon cas. Donc, je suis pas un grand spécialiste, de X, Y, Z, machin. Par contre, je suis un spécialiste de tout ce qui se passe. Ça, c'est ma spécialité. Maintenant, si tu as un profil beaucoup plus nerd, de vouloir aller en profondeur de certaines choses et ça pas tu pas de problème de vouloir bosser 1 an dessus, bah, développe une verticale et c'est OK. C'est, on a besoin de tout, hein, à la fois des full stack et à la fois des experts. Et toi, Aurélien? Pareil, en fait, c'est pour le coup, ça dépend des profils. Je vais un peu plus pencher sur, un bon généraliste. Tout le monde va je pense une bonne majorité des gens vont dire majoritairement, je pense qu'ils vont dire que ouais, faut être soit se spécialiser et cetera. Je pense que ça sera le mental de tout le monde. Hem, est-ce que se spécialiser, c'est mauvais? Non, c'est même très bien. Mais est-ce que c'est intéressant aussi d'être un très bon généraliste? Oui, parce qu'en fait, surtout quand tu es entrepreneur, arrive un moment, en fait, bah, c'est bête, mais tu vas te retrouver à faire tout, en fait. Tu te retrouves à faire tout et c'est tout con, hein, mais il y a des choses quand tu construis, hem, il y a des choses, en fait, que tu ne peux pas délivrer correctement si toi-même tu n'as jamais fait, au moins minima. Ou du moins que tu ne connais pas un peu tu t'y connais pas un tout petit peu sur le sujet et ça te permet d'avoir déjà du respect, en fait, sur la tâche en question, lorsque tu as besoin d'une personne qui est spécialisée dessus, mais surtout aussi de savoir exactement, bah, est-ce que la personne elle est bonne ou pas, en fait, tout simplement. C'est genre, nous, par exemple, on va pas dire qu'on est dev, mais on sait lire du code. On sait qu'un code, il est dégueulasse. Donc si on demande à quelqu'un de faire du code, il peut pas nous rouler. Bah, on a C'est claqué, c'est claqué. on a eu le cas récemment, typiquement, on a fait appel à un UI designer, qui n'a pas respecté le cahier des charges. On cherchait un certain type de modernité et sa modernité, en fait, était équivalente, d'un UI design de, 2016, quoi. OK. Voilà, donc, pour lui, c'était de la modernité. Nous, ça n'était pas, on lui a prouvé par A plus B que ça n'était pas. Bon, bah, voilà, fin et on peut pas la faire à nous. Mmh. C'est parce qu'en fait, voilà, c'est des sujets que, on bah, pour le coup, nous, on se considère je pense qu'aujourd'hui, nous, on se considère, sauf erreur de ma part, mais on est des bons génistes, tu vois? On a touché à pas mal de sujets et on les a touchés parce qu'en fait, fallait les faire, tout simplement mais c'est aussi on trouvait ça aussi important de pouvoir se dire: «OK, viens, on les fait». Comme ça, on sait que si j'ai besoin de déléguer ça, je sais très bien comment il faudra le déléguer et c'est le meilleur moyen de pouvoir déléguer selon nous, tu OK. vois? OK guys, du coup pour vous, avec encore une fois le recul, c'est quoi le plus dur quand on monte une boîte selon vous? C'est de tu vois, pour moi, c'est d'accepter que les choses prennent du temps. Mmh. C'est ça, c'est le plus dur. Et c'est quelque chose en plus qu'on a beaucoup sciencé, chez nous, chez Victory Lap. C'est que, pareil, tu conscientises pas en fait qu'entreprendre, ça prend du temps. Et pourquoi tu le conscientises pas? Parce que tu es sur LinkedIn, OK. Tu écoutes des podcasts, aussi bien que le tien. Et tu vas entendre la dernière stratégie, du mec, du head of marketing, de ceci, de cela, qui leur a fait, croître de plus 800 et cetera et tu prends des notes et tu dis: «Non, c'est ça qu'il nous faut». Mmh. Toi, tu écoutes ça de manière consciencieuse, tu es pas con, tu dis: «Bon, voilà, il faut faire ça». Et en fait, tu te rends compte, en fait, que finalement, tu agis un peu comme ça. En fait, c'est ta manière, en fait, de créer des stratégies. En picorant un peu dans tous les podcasts, dans toutes les vidéos YouTube, sur Instagram, en allant dans des événements et cetera tu essayes simplement, en fait, de créer des stratégies pour faire des coups qui vont t'emmener à de la croissance ou de l'hypercroissance. C'est pas la bonne manière de créer une stratégie. Mmh. La bonne manière de créer des stratégies, c'est
faire en sorte de faire un petit pas, mais que ce petit pas soit un petit pas gagnant. Tout faire pour faire en sorte qu'il y ait 1 € qui soit posé sur la table. Puis après 2, puis après 3, puis après 4, puis après 5. Pas chercher le coup qui va te faire rentrer 100 000, 200 000, 300 000. Ça marche pas sur le long terme. C'est pas viable. Et ça, l'accepter, c'est compliqué. Nous, c'est ce qu'on appelle chez nous le quick win. Mmh. C'est le fait, même un art finalement, c'est même un art finalement d'aller de victoire en victoire, de grâce en grâce, de faire des petits pas les uns après les autres. Mais si tu fais un pas et que ton second pas, en fait, tu es sûr et certain de te couper la jambe, comment tu vas avancer? Mmh. Tu tiens pas 10 ans comme ça, Mmh, mmh, mmh. c'est mort. On veut créer des boîtes avec le plus de pérennité possible, qu'elles puissent tenir 10 ans minimum. Pour ça, il faut accepter que ça prend du temps et ça touche tous les domaines, dont la stratégie. Mmh. OK, OK. Tu es d'accord avec lui, Aurélien, ou tu as un autre point? Totalement d'accord. Ouais? Ouais, je souscris. Là, ce fois-ci, c'est toi qui souscris. OK. Et moi, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, alors encore une fois, en vous observant un peu de loin, hem, c'est que j'ai l'impression, vous allez me contredire ou ne pas me contredire, que vous faites très attention à votre entourage. Clairement, oui. Ah! J'avais bien vu! Mmh. C'est-à-dire que, alors vous allez en tout cas, développer, mais je pense qu'effectivement, il y a plusieurs cercles. Il y a le cercle vraiment proche, toi tu disais ce que tu as partagé ou pas, et cetera. Il y a un cercle qu'on connaît, il y a un cercle plus large. Quelle est pour vous, si je puis dire, l'importance dans l'entourage? Alors, pour la personne, mais pour l'entrepreneur aussi, mais quel est l'impact de l'entourage pour l'entrepreneur, selon vous? Et pourquoi du coup vous y faites attention? Vas-y. Je pense, on va répondre à 2 là-dessus. Hem, il est primordial, il est indispensable. Alors, bon, on la connaît tous la phrase, hein, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. OK, ça c'est validé, on va dire que c'est de l'acquis. Pareil, c'est pas tout le monde qui l'intègre. Ton entourage, c'est tes principaux ambassadeurs Mmh. et tu es l'ambassadeur de ton entourage aussi. Ça veut dire que si j'ai quelqu'un qui a des mœurs légères, on va m'affilier à la personne qui a des mœurs, on va m'affilier comme étant quelqu'un qui a des mœurs légères. Je peux pas, par exemple, traîner avec des personnes qui consomment des drogues. On va m'assimiler à quelqu'un qui prend des drogues. Je peux pas m'affilier à quelqu'un qui bitch sur les gens. On va m'affilier comme étant quelqu'un qui bitch sur les gens. Ça marche sur tous les sujets. Par contre, si je suis avec quelqu'un qui est smart, on va m'affilier à quelqu'un qui est smart. Ainsi de suite, tu vois? Donc déjà, rien que pour ça, juste pour la partie image et parce que c'est humain que les gens aient un jugement sur toi qui peut être positif ou négatif, j'ai pas envie de perdre du temps en étant affilié aux personnes qui n'ont pas la bonne image. Déjà pour commencer. Après ensuite l'image émane de l'attitude que tu vas avoir et après tu vas aussi avoir, ce que la personne peut t'apporter et à l'inverse, ce que tu peux apporter aussi aux gens. C'est une relation sine qua non, hein. Beaucoup de gens, cherchent à prendre, 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 mais peu de gens cherchent à donner. J'estime être quelqu'un qui donne et j'ai pas de problème là-dessus. Mais j'aime bien aussi l'équilibre et j'essaye aussi de savoir qui va emmener quelque chose sur la table qui peut me servir. Mmh. C'est comme ça qu'on crée un cercle vertueux et que tu ne peux pas rester uniquement que dans un cercle social, que c'est bien d'avoir différents cercles sociaux. Il y a des cercles dans lesquels tu es le plus intelligent et donc c'est ce cercle-là dans lequel tu vas apprendre aux autres et le cercle où tu es le moins intelligent et c'est le cercle dans lequel tu vas recevoir et un cercle un peu intermédiaire, où, tu, vas avancer avec les gens. C'est comme ça moi que je compose mon entourage. Je l'ai beaucoup sciencé. Ça me suit depuis que je suis gamin en fait, c'est cet état d'esprit-là et ça peut, donner le sentiment qu'on est, très peut-être, je sais pas moi, très, fermé ou peut-être snob. C'est pas vrai, mais je peux comprendre ce sentiment-là. C'est juste que, la principale valeur, elle est pas dans ce que tu as dans les poches, elle est dans les personnes qui t'entourent. Donc pourquoi je vais gaspiller ce capital-là et ne pas l'investir à bon escient?
alors que c'est ce capital qui va me porter quelque part. Je comprends. Totalement d'accord. Et par exemple, moi, si je prends un exemple, moi, par exemple, je lis pas mal de livres en fait autour de tout ce qui est délire mafieux, etc. Tout ce qui va avec. Et en fait, quand tu regardes bien, si on prend les mafias italo-américaines, donc principalement des basiques, les familles basiques, donc principalement, on va prendre celle, la Luciano, qui est la plus connue, entre guillemets. Euh, Quand le Luciano, lui, monte son équipe, ces gars, et après, quand ils s'entourent, en fait, ces gars sont connus comme étant des personnes qui sont des faiseurs. Pas juste mais des faiseurs et pas des faiseurs bêtes. C'est des faiseurs qui prennent le temps de dévier des situations, etc. Et forcément, ça faisait en fait de leur équipe, ça donnait l'image en fait que c'était les meilleurs entre guillemets gangsters, même pas entre guillemets, c'était des gangsters, ouais, les meilleurs gangsters qui puissent exister, qui n'avaient jamais existé, et leur manière de fonctionner, etc. Et ils faisaient très attention en fait aux gens à qui ils s'affiliaient fortement, heu, et les gens avec qui ils disaient bonjour, tu vois? Tu avais son équipe qu'on connaissait vraiment, et tout le monde savait que OK, bah, lui, bah, Lucky Luciano, il est toujours avec, 4 mecs. Tu vois? Je crois que c'est classé de 4 mecs, et ça a jamais bougé. Les autres, c'était oui, c'est des partenaires, mais on sait que c'est pas non plus les 4 mecs là, ouais, et ça donnait une image directe en fait à ces 4 mecs là, qui eux-mêmes en fait, ben, c'était en mode genre bon, bah, c'était Frank Costello, Lucky Luciano, Meyer Lansky et Benny Siegel avec, Joe, j'allais dire Joe Masseria, avec Joe Dragna, je crois. C'était genre, ah ouais, les gars qui savent faire du business, les gars qui savent faire des affaires, et qui sont pas là à juste vouloir faire couler le sang bêtement. Mmh. Ils savent faire des affaires, ils savent se poser, réfléchir, etc. Comme Lionel a dit, ça vient en fait donner une nouvelle image, ça vient donner une fait, jouer sur ton image, sur le rapport que les gens vont avoir en te voyant. Et c'est super important de le prendre, de comprendre ça, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, c'est le jeu de la vie, en fait. C'est le jeu de la vie, on pourra pas, on peut être fâché, se dire: «Ouais, non, moi j'aime pas, enfin moi je suis, contre le fait que, on vienne nous juger». Tu pourras monter, descendre, c'est le jeu de la vie, c'est comme ça. Mmh. Donc accepte ce jeu-là, parce que tu pourras pas aller à l'encontre, tu vas pas changer les règles du jeu. Comprends ce jeu et accepte les règles pour pouvoir être bien, en fait, tout simplement dans ta peau. Si tu vois que les gens ne t'apportent rien, et quand je dis rien, c'est pas vraiment comme Lionel a dit, hein, il y a pas de condescendance, quoi qu'est-ce, et si tu vois que la personne ne te rapporte rien, c'est ça. Exemple, tu as un groupe de potes, vous parlez que de meufs, que de fumettes, que de rap, que de bagarres, tu vas aller où? Si ce n'est dans la fumette, dans les meufs, dans les bagarres, pas les lunes, en fait. Ouais. Donc le but, on n'est pas arrivé sur cette terre juste pour être des tocards. Le but, c'est de pouvoir en fait s'élever. Ah, le meilleur moyen de t'élever, c'est ton cercle, tes ramifications, c'est tes gens que tu as autour de toi. Qui peut m'apporter quoi? Et c'est pas être un profiteur. Non, c'est simplement de l'échange équivalent, simple. Tu sais, on va même prendre des trucs super basiques, mais tu sais réparer une caisse? OK, bon, bah, je sais, gérer la vente. Moto, bah, viens, tu sais quoi? Viens, on essaie de monter un petit garage, un petit truc, viens, on essaie de créer quelque chose, basique. Mmh. Et juste même non, ju c'est le frérot. Déjà quand on commence par parce que ça, c'est bizarre. C'est un pote à moi, tu vois? Ça reste mon pote, mais j'ai été obligé de me séparer de lui. Pareil, par contre, il reste toujours dans mon cœur, hein. C'est quand il a besoin, quand il a une galère, je suis là quoi qu'il arrive. Mais il y a un jour, en fait, on est un peu plus loin, j'ai pas encore connu, tout ce qui est start-up, et cetera. Je suis vraiment dans les histoires un peu à la rue, et cetera. Mais tout ça, ça me fait chier. Mon pote sort de prison. Je lui dis: «Écoute, je voulais le mettre sur un plafond, ça s'est pas fait», et enfin sur un plan, parce que pardon, et je me suis laissé aller. Je vais le mettre sur un plan, ça s'est pas fait, et à un moment, je lui dis: «Écoute, gars, regarde, tu sais quoi? Viens, il y a des trucs qu'on peut faire. Toi, tu es un mec qui sait super bien parler anglais en vrai». Il a appris à parler anglais en écoutant juste des morceaux de rap.
OK. C'est un gars qui kiffe le rap, il sait bien parler anglais. Je lui dis: «Gros, tu sais bien parler anglais. Tu parles d'autres langues, tu parles espagnol, tu parles portugais. Tu as une faculté pour pouvoir parler ces langues-là. Tu peux essayer de trouver un truc». «Ah frère, on doit payer les impôts dans le truc là». Je dis: «Oh putain, c'est bien». Ouais, c'est difficile. Un autre truc, pareil, je lui dis: «Viens, on monte un petit business de je sais pas, de livraison». J'avais dit ça à l'époque, un truc de livraison. Il m'a dit: «Ouais, mais on doit payer les impôts dans ton truc». Je dis: «Mais pourquoi tu me poses cette question?» Il est il dit: «Non, parce que je donne pas d'argent à l'État». Je dis: «Oh frère, pense pas comme ça, on va jamais aller nulle part». Et arrive un moment, les gens comme ça a beau être mon frère, de vraiment mon poteau de ouf, je suis obligé de m'en séparer, en fait. Je suis obligé de m'en séparer parce qu'en fait, on va pas avancer. Enfin, je ne vais pas avancer et lui-même, en fait, c'est un mauvais, c'est pas l'aider que de rester aussi avec lui sans rien, sans lui mettre un choc, sans lui créer un choc émotionnel dans le sens où: «Ah ouais, le frérot, il m'a lâché». Mmh. À un moment, il va se remettre en question et après voilà. Mais ce que tu dis, c'est vrai parce que tu sais souvent, en tout cas, alors de toute façon, il y a pas de je pense qu'on peut toujours aller plus loin, mais quand tu arrives à un certain stade, pardon, dans l'entrepreneuriat, tous les trucs un peu, mindset et cetera, tu te dis: «Ouais, ça peut faire bullshit». Mais c'est parce qu'en fait, toi, tu as déjà ce mindset-là. Et effectivement, il y a des gens qui ont besoin de ce truc de lire, je sais pas, Paolo Coelho, l'alchimiste, qui ont besoin de lire les 4 accords Toltec, qui ont besoin de lire, des livres d'Anthony Robbins sur la PNL, qui ont besoin de ça parce qu'en fait, tu vois? Et typiquement, tu vois, quand tu évoques ton ami sur ça, c'est vrai que en fait, si le mindset, il est pas là, tu auras beau dire tout ce que tu veux, tu vas te confronter à un mur et c'est très difficile et effectivement, il faut passer certains caps. Et le deuxième point aussi que vous avez évoqué, en tout cas sur l'entourage, moi, j'aime beaucoup dire, en fait, que l'entourage, ça me permet de déplacer ma norme. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des fois une croyance limitante parce qu'on en a tous, hein, sur différents sujets et puis suivant notre éducation et nos expériences de la vie. Et effectivement, quand tu commences à moi, je sais, par exemple, sur le sport, moi, je fais du jiu-jitsu brésilien. En fait, typiquement, au début, j'allais m'entraîner, voilà, 2 fois par semaine, je me disais: «C'est assez» et puis, en fait, j'ai commencé à voir des gars qui enchaînent, 2 entraînements Mmh. d'entrée et ce qu'on appelle le nogi, donc sans kimono et avec le kimono. Je me dis: «Ah» et c'est la norme. Tu te dis: Mmh. «Ah mais en fait, c'est peut-être ça la norme». Tu commences à t'entraîner un peu plus et puis après sur aussi, la discipline. Je commençais dans mon entourage, tout le monde se lève entre 4 heures et 5 heures du matin. Mmh. Donc tu te dis: «Ah, moi je me lève un peu tard en fait, mais c'est la norme, c'est 4-5 heures». Tout en restant intègre et authentique. Mais s'il y a des choses bonnes à prendre, prends-les en fait, Prends-les. tu vois? Moi C'est ça. moi moi c'est un peu ma vision, tu vois? Donc voilà sur ça. Et petite question, je vous laisse vos compétences, mais je vous demande de recommencer à zéro. Mmh. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre plan? Allez, à 90 jours pour vous dire alors je vous dis pas qu'en 90 jours vous allez remonter Victory là, mais pour en tout cas, là maintenant, vous avez toutes les compétences que vous avez, par contre vous avez plus de réseau. On oublie le réseau, parce que vous êtes des gars très réseau, on oublie le réseau, mais par contre vous avez vos skills, vos soft skills, vos hard skills. Comment vous recommencez en 90 jours? Par quoi vous commencez? C'est quoi votre plan pour justement soit arriver à là où vous en êtes aujourd'hui ou aller encore plus loin? En 90 jours, arrivé là où j'en suis aujourd'hui là, on Moi oh le enfin, moi j'allais répondre à un truc, mais là du coup, ouais. aujourd'hui, à 90 jours, allez, je vais tenter de répondre à un truc, qui pourrait avoir du sens. Premier truc, bah, comme tu as dit, tu nous laisses sur compétences. Parfait. Alors, C'est bon en fait, ça marche, ouais. Ouais, tu voilà. après je vais voir ce que tu réponds. Donc, tu nous laisses nos compétences. Donc forcément, le but maintenant est de savoir, effectivement, partons du fait que, bon, je suis un peu troublé, il faut que je me remette un peu dans le truc. Savoir déjà quelles sont les compétences que j'ai vraiment. Donc je les pose sur feuille, tu vois? OK, je sais faire ça, OK, je sais faire ça. Quelle est la compétence dans laquelle je suis le plus «chaud» entre guillemets? Je prends celle dans laquelle je suis le plus chaud. À partir de ça, je me dis: «OK, à quel marché ça peut répondre à un problème?» J'identifie, un marché dans lequel ma compétence peut résoudre un problème. J'identifie le problème. OK, je mets en place une solution. Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est un produit? On va partir du fait que c'est un service pour aller plus vite. Je fais un service. Une fois que j'ai fait le service, mon but maintenant, c'est de savoir exactement est-ce que mon service il peut fonctionner. Donc j'identifie très vite, une cible. La cible, on part du fait que c'est une entreprise, qu'en gros la cible, je veux dire,
identifies un avatar, hein, tu te fais un avatar d'entreprise que tu veux. Est-ce que tu veux une PME? Est-ce que tu veux une TPE? Est-ce que tu veux un grand compte? Partant du fait que tu vas prendre une PME, comme c'est les plus en France, globalement, c'est la majorité. OK, on va prendre une PME entre 30 et une PME entre 30 et 90 personnes. Tu allez, 30 et 60 personnes. Tu as suffisamment de gens, pour pouvoir, en fait, te dire qu'ils ont du budget, et tu as suffisamment peu de gens pour te dire qu'ils ont peut-être pas la compétence en interne. Donc en gros, tu fais ça, tu leur vends le service. Donc en gros, maintenant tu essaies de développer, ton portefeuille. Premier client, deuxième client. Pour essayer de les trouver, bon, bah, tu charbonnes, en fait, hein. Tu te débrouilles pour trouver le bon levier qui te convient. Est-ce que tu passes par les réseaux? Est-ce que tu passes par, du physique, faire des événements à tire-larigot, tu fais tous les événements de Paris? Est-ce que, est-ce que tu te fais des vidéos sur YouTube? Est-ce que tu te débrouilles pour trouver le truc qui a du sens, et en même temps, bah, tu fais du networking, enfin, tout simplement, en fait, principalement. Tu essayes d'aller à fond. Premier client que tu chopes, 1 client que tu as chopé, si tu veux, 1 client que tu as chopé, si tu veux essayer de continuer, bah, le but, c'est de faire en sorte qu'il reste. Je pense que tu peux commencer par un espèce de package qui pourrait être avantageux pour toi et pour lui. Soit tu te dis, je lui fais gratuit sur le premier mois, en fonction de ton service, bien sûr, ça dépend. Je lui fais gratuit sur le premier mois, histoire qu'il puisse voir, et si c'est bon pour lui, on enchaîne. Soit tu te dis: «Je fais à moindre coût, mais voici le contrat. Je fais à moindre coût sur une première période, et ensuite après on enchaîne, sur le vrai prix, et on enchaîne plus loin». Bien sûr, après il y a des reports et tu lui montres les résultats. Le but est de montrer des résultats très rapidement. Une fois que ça c'est fait, bon, bah, forcément tu as des résultats. Tu trouves aussi les prochains clients aussi comme ça. Une fois que tu as tous les clients, le but, c'est de récupérer un maximum d'avis les plus complets possibles. Une fois que tu as fait un maximum d'avis les plus complets possibles, bah, à partir de tes avis, bah, là, maintenant, tu t'amuses à faire un tunnel. Bah, tu fais un truc gratuit en fonction de ta compétence et de ton service que tu proposes. Un truc gratuit qui vient créer, en fait, une première entrée. Tu fais une première entrée. Désolé, je suis en train de. Ah non, 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 vas-y. Vas-y, vas-y. Première entrée, bah, pour le coup, les gens rentrent avec, ton truc gratuit. Une fois que tu es rentré sur ton truc gratuit, une fois que les gens sont rentrés sur ton truc gratuit, bah, tu fais tout un tunnel, et qui emmène potentiellement soit sur du rendez-vous dans lequel tu peux vendre le truc, un truc plus cher, soit sur du rendez-vous dans lequel tu vends un truc plus cher, c'est long ton truc, hein, au téléphone, ou soit tu le fais, directement en mode, c'est un one shot, c'est-à-dire que ton tunnel te permet, en fait, d'arriver jusqu'à la vente de ton service, direct. OK. C'est long, c'est détaillant. Moi, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire après tout ça. Ah moi si, moi je sais. Vas-y. En fait, j'avais en tête et je pensais que tu allais dire ça, Ouais. et je suis très surpris du détail que tu as apporté. Moi, c'est simple, je vais trouver un travail. Ah oui, mec, À la fin, j'ai les mêmes compétences qu'aujourd'hui, je vais trouver un travail de directeur marketing, payé minimum 5 000 €, Mmh. et je vais sur LinkedIn, je publie du contenu en disant: «Bah, voilà pourquoi je suis bon». Je publie du contenu et je vais trouver un travail. OK. Une fois que j'ai ce travail-là, je sécurise, et après, et à ce moment-là, je commence à réfléchir à lancer un side business. Mais je reste Mmh. 1 an dans le taf, Ouais. 5 000 € minimum de salaire net, et je développe un business à côté basé sur mes compétences marketing. Mmh. Voilà. Voilà, donc en gros, maintenant tu as 2 schémas Non, mais c'est super bien intéressant. bien posés. C'est super intéressant parce que c'est vrai que tout ce que tu apprends dans l'entrepreneuriat, que tu réussisses ou que tu échoues, c'est un espèce de MBA que tu te fais, en Ah fait. oui, oui. Et moi, je suis d'accord avec vous parce que moi, j'ai entrepris en parallèle de mes études et même si j'ai fait des écoles de commerce et tout, je sais que j'ai toujours plus appris avec tous mes clients, tout ce que j'ai dû gérer, que ce soit l'administratif quand tu connais pas, tes compétences sociales, comment tu communiques pendant le projet, comment tu délivres, quand ça se passe pas bien, parce qu'au début, il y a des clients, ça se passe pas bien, comment tu gères. Tout ça, en fait, ça m'a donné une espèce de bagage qui a fait qu'au final, bah, c'est pour ça que j'ai été head of très, très vite dans certaines boîtes puisque j'ai commencé par l'entrepreneuriat et je pense que, ouais, effectivement, c'est trop marrant ce que tu dis. Mmh. OK, guys, attention, je vais faire attention au micro. Tiens pour toi, Aurélien. Tiens pour toi. Attends, je vous laisse ouvrir et regarder, ce qu'il y a à l'intérieur.
T-shirt de sport. J'ai un maillot, un t-shirt de sport. Ouais. Self-upgrade. Ouais. Voilà, pour transpirer comme il se doit. Oh, sachez un truc. Caméra, tu es où? C'est là-bas, c'est laquelle? C'est quoi? Tu vois ça là? J'ai dit tout à l'heure, 6h30, je pars au sport. Le sport, maintenant, tu vas me voir avec ça. C'est sûr, je vais le laver. Mais tu me tapes. Ok, gars, est-ce que vous acceptez ce t-shirt? Ben, bien sûr. Ok. Alors, effectivement, en acceptant ce t-shirt, vous venez d'accepter le défi de l'upgrade. Ok. Ok. Donc, mon but, en tout cas, c'est de vous faire aussi upgrade. Donc, Merci pour le présent d'ailleurs. pas de souci, avec plaisir. Précédemment, vous avez dit effectivement que Monsieur Aurélien à ma droite s'occupe effectivement de tout ce qui est vente et produits. Et Monsieur Lionel, Monsieur Banks, s'occupe de tout ce qui est marketing. J'aimerais, si vous l'acceptez, que pendant 30 jours, vous échangez vos rôles. Dans notre boîte là? Dans votre boîte. J'aurais aimé. Attention, encore une fois, il y a toujours un lead, c'est du 80-20. Bien sûr. Ok. On dit 80-20. Ok. Ah, le défi est technique. Mais j'aimerais. Non, vous êtes des cadors. Je suis obligé d'aller un peu plus loin. J'aurais aimé que, justement, toi, Lionel, tu fasses l'école. Je pense que tu en fais, mais que tu prennes en tout cas ce lead-là, aussi donc sur la vente et sur le produit. Et que toi, Aurélien, du coup, tu t'occupes en tout cas de la partie marketing. Pour ça, parce que du coup, nous sommes quand même cléments sur Self-Upgrade, vous aurez accès pour ça aux ressources de l'upgrade qui vous seront délivrées bientôt. Ok. Est-ce que vous acceptez ce défi? Je vous laisse vous concerter. Ah, c'est chaud, hein? Le truc, c'est que je peux faire son taf, il peut faire le mien. Mais là, on a tout. Après, je vais vous donner un top départ. Hein. Vous inquiétez pas. J'ai demandé quand est-ce que ça commence. Oui, il y a une temporalité. Ok. Il y a une temporalité que je vais vous donner. Mais c'est pas exactement maintenant. Tu sais quoi? En vrai, je pense que ça peut grave être intéressant de le faire pour des raisons simples. C'est que être trop cloisonné, c'est pas bon. Il faut savoir passer de l'autre côté pour comprendre ce qui se passe. Alors, même si on n'est que deux et on sait ce qui se passe, mais il y a des choses où moi, je sais très bien, je suis en mode, eh, vas-y. Mhm. Et lui aussi, pareil. Et je sais qu'il y a des choses que je fais où il n'a pas forcément conscience de la lourdeur du taf que ça prend. L'inverse est vrai. Mhm. Attention, je vois que les sourcils d'Aurélien sont toujours très hauts. Donc j'attends encore un peu. T'as vu, moi, j'ai conscientisé le truc. Oui. Mais bon, vas-y, en fait, en vrai. Ouais, En fait, pour moi, je sais, je vous dis ça parce que moi aussi, je suis associé. Je sais qu'en fait, des fois, se mettre à la place de l'autre dans ses baskets, ça fait émerger beaucoup de choses. Et avoir un regard neuf sur justement des éléments, des process, une façon de faire, etc., ça aide beaucoup. Moi, typiquement, mon associé, je dis ça comme ça, tu peux continuer à réfléchir. Mais moi, mon associé s'occupe beaucoup tout ce qui est marketing et vente. Et le fait que des fois, moi, le tech, je me regarde la vente, je lui dis, mais ça, on peut faire ça, ça, tu peux faire ça. Il me dit, ah ouais, trop bien. Donc, encore une fois, le défi est toujours bienveillant. Le but, c'est que vous puissiez upgrade sur des trucs. Ça serait fort intéressant. Très, très. En fait, ça me titille. Et je me dis, j'ai envie de prendre le temps avant de donner cette réponse. En sachant que lui, c'est un mec qui prend beaucoup plus de temps que moi. Ah. Donc là, il peut répondre après le podcast. Hein. C'est vrai, limite, c'est vrai, de vrai, je te jure, c'est vrai. Alors que moi, j'ai répondu. Hein. Ok. Écoute, de toute façon, on va pas te forcer à répondre maintenant. On va partir sur un demi-oui, un 50% de oui. Moi, j'ai dit oui. Ok. Il donc, faudra juste choisir quel mois on démarre. Et puis, c'est ça, voilà. on va se mettre d'accord sur ça. Mais je pense que voilà, ça peut être vraiment intéressant à faire. Super. Est-ce que... Alors, pour finir, en tout cas sur ça, si vous deviez donner, allez, 2 ressources chacun à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou même dans le digital, puisque c'est surtout dans ça que vous évoluez, ce serait quoi les ressources qui vous ont marqué ou qui vous ont aidé? En ressources, en termes de lier. Ça peut être livre, ça peut être podcast, ça peut être chaîne YouTube, peu importe. Moi, ça va être simple. Hein. Allez sur sur scred.victorylab.fr. Voilà. Il y a tout le compte, il y a beaucoup de contenu gratuit qui sera disponible. Voilà, qui émane c'est sur tous les talks qu'on a filmés. Et aller consulter une série qui s'appelle la Marathon Week. C'est 5 jours de conférences qu'on a faites. Et c'est 5 clés pour pouvoir monter son business. Ok. Voilà, donc ça, c'est la première clé. Seconde clé, je dirais écouter Self-Upgrade.
of course. Voilà, ça va de soi. Troisième clé, qu'est-ce que je dirais en troisième clé, moi? Troisième ressource, un truc qui m'a bien stimulé Troisième, dernièrement. je vais la jouer pour appuyer ce que tu dis. Et je pense que je vais jouer encore un peu plus sur le truc. Follow victorylab.fr. Vous restez à l'affût. Il y a des événements qui peuvent pousser comme ça. Ploup. Donc, toujours rester à l'affût. Voilà. Ok, guys. Regarde, il n'y avait pas de règle, il avait rien à dire. Il a voulu nous escroquer là. Ouais, non, je vais aller, je vais conseiller, je vais conseiller peut-être un bouquin. Mm. Je vais conseiller un bouquin, mais lequel? En attendant que tu cherches, vas-y. Bon, tu sais quoi, je vous conseille un podcast. Mm. Je vous conseille un podcast. Alors, ok, c'est un podcast en anglais, mais il en vaut la peine. Je l'écoutais avant, il y a longtemps, et puis j'ai un pote qui me l'a recommandé une nouvelle fois. The Diary of a CEO. C'est Alette, Stéphane, non, Steven C'est Steven quelque chose. Steven J. Alette, je crois. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ok, cool. Voilà, c'est cool. Voilà, il interviewe des entrepreneurs et les interviews sont assez profondes. On s'en fout du parcours, c'est vraiment plus la partie. En fait, c'est mi-parcours, mi-technique en fait. Ok. Voilà, mais on n'est pas dans du storytelling et tout. Je trouve que c'est intéressant. Donc j'avais arrêté d'écouter ce podcast, mais là je réécoute en ce moment. C'est super intéressant. Et c'est la seule ressource que j'ai en tête parce que des bouquins, parce que j'ai pas un livre particulier où je me dis ouais non, ce livre faut que tu le lis si tu dois commencer à entreprendre, etc. Moi, si j'en ai un, en fait, en termes de. Enfin, j'en ai deux. Si tu dois commencer à entreprendre, même trois. Selon moi, tu as 3 livres à lire. Donc, le premier, forcément, c'est toujours, il revient très souvent, on va encore me tirer dessus. Mais c'est Pas riche, peur pauvre, on le veuille ou non. Donc, celui qui n'est pas content, je m'en fous. Deuxième, c'est le quadrant du cash flow. Le cadran du cash flow, pardon. Donc, toujours Robert Kiyosaki. Et le troisième, je vais mettre Votre empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Ah, très très bon livre celui-ci. Pour moi, c'est genre, si tu as envie de mettre un premier pas très intéressant, je trouve que vraiment ces livres-là, c'est vraiment quelque chose. Ok. C'est vraiment quelque chose en termes de mental et d'action. Mhm. Franchement, Votre empire dans un sac à dos, franchement, c'est un très très bon livre. Ok. Très bon livre. Ok. Contenu bonus, ma chaîne YouTube, Monsieur Banks, qui va sortir bientôt. Voilà. Bah, j'allais dire où est-ce qu'on vous retrouve, si on veut échanger avec vous, parler avec vous êtes actif où, etc. Alors moi, je suis actif sur tous les réseaux. Sur X, Monsieur Banks, Instagram, Monsieur Banks, TikTok, Monsieur Banks, YouTube, Monsieur Banks partout. Ça fait un son à la fin. Voilà, je suis même sur Spotify et tout, j'ai des playlists musique et tout qui sont cool. Donc voilà, et après, j'ai un site aussi, monsieurbanks.com. Voilà, j'ai même un blog, j'ai tout dessus. Et il faut m'envoyer un mail. Tu m'envoies un mail, je réponds à tout le monde. Ok. Donc voilà, il faut éviter les DM sur Instagram. Parfait. Bon, on mettra ça dans la description. Et toi, Walien? Instagram, Grizmata, Grizzmata. Je suis beaucoup sur Trade aussi, Grizzmata. Sur Twitter, X. Tu fais partie de la team qui veut pas dire X. Ouais, je te jure. Non, ouais, je suis team tuteur à la mort. Hein. C'est pareil, je suis déçu aussi, Grizmata. Là où je suis le plus actif vraiment, c'est Instagram. Instagram Trade, tu peux me retrouver dessus Ok. assez facilement. Et je pense principalement, c'est vraiment que sur ces réseaux-là. LinkedIn, of course, pour ma part. Moi, LinkedIn, si tu m'envoies un message dessus, attends-toi à être lu dans 2 mois. Et j'oublie très souvent LinkedIn, les DM de LinkedIn. Ok, super. Écoutez, guys, franchement, ce fut pour moi un plaisir de vous recevoir sur Self Upgrade. Plaisir. Merci pour cet échange, je pense, ultra riche et qui va apporter en tout cas beaucoup de valeur aux différents auditeurs. Merci pour votre authenticité. C'était très, 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 très cool. Je sentis que c'était sans filtre et que c'était nice. Franchement, j'ai envie qu'on se dise à bientôt. Hâte de voir ce qui va se passer dans Victory Lap avec cet échange de... Que j'ai pas le pouvoir pour vous changer de corps, mais en tout cas, ça se fait ça. Et voilà, en tout cas, on se dit à très vite, à très bientôt. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. Merci Merci à toi, en tout cas. Salut, ciao, ciao. Bang!